Bonjour Julien. Salut Yo. Comment tu vas? Écoute, super. Ouais, en forme. Écoute, trop bien. La forme, là, je suis content d'être ici. Bah, Ça fait premier podcast que je fais, je crois, réellement. Ok, cool. Ouais, Donc un baptême du feu un peu. Ouais. Bon, top. Merci beaucoup en tout cas d'être présent sur cet épisode-là. On est sur l'épisode 3 du coup des BRD Talk. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui sur cet épisode-là parce qu'on se connaissait déjà un petit peu avant, on était dans la même filière, etc. tous les deux. On avait déjà aussi créé certaines choses, donc recréer aujourd'hui en dehors de l'école, c'est sympa. Et puis surtout content de te recevoir parce que jusqu'à présent, j'avais fait le choix de faire intervenir des entrepreneurs. Il y a Edith qui est passé, il y a Jeff qui est passé. Donc certains qui étaient en cours de développement, d'autres qui avaient déjà un bon pied ancré justement dans ce monde-là. Et accueillir des profils comme les tiens qui, je spoil un petit peu, mais aujourd'hui sont aussi en CDI et à côté continuent de faire aussi un petit peu de vie de leur côté. Je trouve ça intéressant parce que l'objectif aussi de la direction et de la ligne éditoriale justement de ce podcast-là, c'est de parler à la fois du coup d'entrepreneuriat, mais aussi de parcours inspirant. Tu es ce parcours inspirant et j'aimerais pouvoir... Non, mais c'est vrai. J'aimerais pouvoir un peu trouver un équilibre là-dedans. Et puis au-delà de ça aussi, on peut le dire, je pense, on est confrères puisque du coup tu es motion designer, tu fais aussi beaucoup de vidéos, beaucoup de montage vidéo, etc. Et donc là c'est un peu l'autiste en moi qui va être content parce qu'on va pouvoir parler de sujets très spécififiques. Très geek, tu vois. C'est ça. J'aime le montage. Exactement, c'est ça. J'adore tout ce qui est make-up et tout. C'est sûr. J'adore. Exactement. Et puis au-delà de ça, il y a aussi ce côté où on va aujourd'hui, vous verrez les amis, aborder des sujets du coup qui peuvent s'appliquer à tous les milieux en fait de la communication, notamment un petit peu la perception du marché par rapport à notre métier. Bref, je spoil un petit peu, mais pas mal de choses qu'on va voir ensemble. Et je suis très content du coup de pouvoir entamer cet épisode 3 en ta présence. Donc merci pour ça, Julien. Écoute, plaisir partagé, vraiment, que du kiff. Merci beaucoup. Première question, Julien, elle est pas facile, mais elle est importante parce qu'il faut que les gens qui nous écoutent sache un petit peu qui tu es. Donc ma question est la suivante. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Alors, ouvrez les oreilles. J'arrive même plus à parler. Alors, Julien, vu à tous, Stéphane Paul. Enfin, Julien, Stéphane Paul, vu à tous, si on fait bien dans l'ordre. C'est... 3 noms. Voilà, 3 prénoms, un magnifique nom. Enfin bref, du coup, 23 ans bientôt. Ouais. Monteur, motion designer. Enfin, je dirais plus... Peut-être monteur aujourd'hui. Ok. Vu que là, en ce moment, j'ai plus une casquette de monteur que motion designer. Avant, j'ai fait beaucoup d'alternances où j'ai fait principalement du motion. D'accord. Aujourd'hui, du coup, je suis en CDI dans une boîte où je suis un peu multicasquette au niveau de la vidéo, principalement. Enfin, le nom de mon poste, c'est chargé de production. D'accord. Voilà, vidéo. Et là, en fait, je touche vraiment à tout, que ce soit du script, au script captation, montage et un peu de motion parfois. D'accord. Et voilà quoi. Ok, voilà. Ça va être principalement du coup des vidéos qui vont être publiées du coup sur les réseaux sociaux, au format vertical, c'est ça. Horizontal. C'est que du vertical, c'est principalement du vertical. Il y a parfois, mais c'est rare, tu vois, des demandes de format, tu vois, en vertical et tout, tu vois. Mais c'est que du court aussi. Ok. Vu que je suis seul sur le poste, c'est principalement que du court, sinon je me tire une balle dans le pied si je fais du long. Ouais, tu m'étonnes. Et après, à côté, tu as aussi parfois du contenu pour des sites. D'accord. Dans la boîte, vu qu'il y a genre une ribambelle de sites web, tu vois, vu que c'est une grosse boîte et du coup, en fait, elle a plein de... Enfin, elle a plein de sites internet, tu vois, plein de pages et tout. Et pour les homepages, tu vois, parfois, en fait, je fais faut l'alimenter et je fais des vidéos pour la homepage du site. Donc, une présentation d'une voiture, d'un nouveau modèle. Voilà, c'est ça. Et du coup, vu qu'on l'a pas dit, je bosse dans l'auto, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard, peut-être. Et... en gros, c'est surtout, par exemple, des animations de logo, plus enchaînement de stock footage, tu vois. Ouais. Juste pour, du coup, animer, la homepage quand le client arrive dessus. Le client vient, carrément, il voit que ça soit vivant. Du coup, c'est assez varié, mais principalement du format vertical, assez peu de format horizontal. Ouais. Et un petit peu de site aussi, parfois. Ok, voilà. Top. Bon, là, on a attaqué cash sur un peu du dur avec le contenu, etc. Avant qu'on continue là-dessus, j'aimerais bien que tu expliques aussi un petit peu d'où tu viens, parce que si je dis pas bêtise, tu viens de Madagascar. Comment ton arrivée s'est faite en France et comment un peu tu peux nous expliquer. Enfin, je recherche à poser une question qui soit française, parce que comment nous expliquer ça ce que je voulais dire, c'était plutôt comment Madagascar, justement, un peu t'a influencé, on va dire, peut-être dans ton approche, dans ta création de contenu, dans ce genre de choses. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport... par rapport à ça, je viens de Mada. Alors, si je fais vraiment tout mon parcours et tout, je crois que j'ai touché le micro, voilà. Du coup, je recommence si je fais vraiment tout mon parcours et tout. En gros, j'ai fait un bac STMG. Ouais. Voilà, je fais un bac STMG. Là-bas, je voulais faire un bac S, mais j'étais un peu trop con, quoi. Ouais, après le bac S, j'ai fait un bac S aussi. J'ai eu mon bac avec 5 en maths.
voilà, Stylé. tu peux te débrouiller Voilà. ailleurs, mais oui. Et en gros, j'ai fait bac S. C'est vrai qu'on a vraiment attaqué dans le dur. Là. J'aurais dû commencer par le début. Non, mais y a pas de souci, c'est pas grave. Je suis aussi là pour ça. Tu vois, je l'ai pas forcément dit, mais si tu veux partir dans tous les sens, c'est pas grave. Moi, je suis là pour justement recadrer un petit peu les choses, etc. En gros, j'ai fait bac STMG. Jusqu'à mes 17 ans, j'ai vécu à Mada. Ouais. Ensuite, je suis parti en France. À la base, je cherchais un truc dans le dessin. D'accord. Vraiment, dans le dessin, je n'aimais pas tout ce qui était trop science et tout. En fait, je voulais faire de la science parce que je trouvais ça stylé. Ouais. Et je me dis, bon, j'aimerais quand même être intelligent. C'était. Ouais, voilà, j'aimerais être intelligent, tu vois. Les métiers littéraires, c'est aussi une forme d'intelligence qui est. Non, c'est sûr. Mais en fait, genre, le truc, c'est que j'associe vraiment beaucoup, genre, mathématiques à ça, tu vois. Et même, je comprends. Genre, c'était un peu ancré dans ce que mon père pensait et tout, genre en mode les maths, la science et tout ça, bref. Et après, comment dire ? Et après, du coup, jusqu'à mes 17 ans, je suis resté à Mada. Je suis ensuite parti en France, là où je cherchais un truc dans le dessin. Parce que moi, ce qui me faisait kiffer, c'était à l'époque, anime, manga, tout ça, tu vois. Ok, ouais. Voilà. Et je voulais trop faire de l'animation. Genre, c'était trop mon kiff, tu vois. Genre, je trouvais ça trop stylé, tu vois. Il y avait des vidéos d'animation qui passaient par-ci par-là, tu vois. Enfin, les mecs qui dessinaient pendant des heures et tout, ça faisait des trucs classe, tu vois. Et après, j'ai hésité, tu vois, entre le dessin et l'informatique parce que mon père voulait que je fasse de l'info. Ouais. Et que pour lui, c'était un peu l'avenir. Et d'un côté, il a pas tort, tu vois. Genre, ça se démocratise de ouf et tout. Enfin, maintenant, aujourd'hui, avec l'IA, forcément. Et je me suis dit, mais je trouve rien en fait qui me plaît. Et après, je tombe sur une filière qui s'appelle MMI. Oh, la vie, c'était le meilleur. C'était vraiment le meilleur choix que j'ai pu faire. Ouais. Parce que, en fait, j'ai pu toucher à plein de trucs. Et en gros, le DUT MMI, aujourd'hui, c'est un BUT sur 3 ans. Ouais. Avant, c'était sur 2 ans. Je voulais aller à Dijon et tout. Bon, à Dijon, je pouvais pas. Il y avait plus de place. Et du coup, en fait, j'ai bloqué pendant, je crois, 3 semaines. Je suis le connard de Parcoursup qui bloque les places. J'ai bloqué pendant 3 semaines, genre des places pour MMI Béziers. Et en fait, j'étais pris là-bas. Au final, je suis allé là-bas. Et à Béziers, du coup, j'ai appris plein de trucs. Genre, j'ai appris le design, la vidéo, le montage, la com. La 3D, pas encore. On a un peu touché, mais vu que c'était un peu compliqué au début pour moi de sortir ce genre de trucs. Et même au niveau vidéo, en fait, on était très orienté cinéma. Vu que notre prof était un grand fan de cinéma, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, c'était très orienté cinéma. Du coup, on avait un peu les codes, on avait des références de films. Enfin, c'est un peu le cliché, tu vois, du mec en cinéma. Tu vois, tu regardes des trucs en noir et blanc, tu vois. Enfin, bref, c'était marrant, c'était ultra formateur. Ouais. C'était très intense sur 2 ans. Enfin, je me suis jamais dit que... En fait, on m'avait dit que l'IUT, en vrai, c'est chaud et tout, tu vois, sur 2 ans. Je me disais, c'est une école. Non, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Rien que t'as toutes ces références à l'avoir. C'était violent. On avait plein de matières. La programmation aussi, j'avais pas dit, tu vois. Oui. On faisait de la prog, PHP. Okay. PHP principalement, et ensuite, c'est pas vraiment du code, tu vois, mais HTML, CSS classique et un peu de MySQL, tu vois, pour des bases de données. Et c'était une formation où tu avais beaucoup de projets du coup à rendre. C'était pour ça que c'était intense ou c'était plutôt intense dans... Parce que tu vois, c'est bien de pouvoir avoir du coup un panel de plein de choses que tu vas découvrir. Ouais. Et du coup, ça implique aussi peut-être à ton cerveau de s'adapter différemment. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que c'est un mix de tout ou est-ce que c'est vraiment des projets continus qui te prenaient beaucoup de temps ? C'est un mix de tout. En fait, t'as beaucoup de projets différents et le temps aussi à ton cerveau de s'adapter, tu vois, à de nouvelles choses. Tu vois. Oui. Le truc, c'est que j'étais en STMG, tu vois. Je connaissais un peu le marketing, la com, le droit, tout ça. On avait même des cours de droit, tu vois, un droit numérique, tout ça. Mais bon, c'était pas tout ce que j'ai appris au lycée, j'ai oublié. Genre, d'accord. En fait, pour moi, en fait, c'est pas ça, mais genre pour moi, genre quand tu passes au supérieur, tu vois, ce que t'as appris au lycée te sert, mais sans plus. D'accord. Je dis pas que le lycée est inutile, tu vois, c'est bien pour construire ton cerveau, construire une conscience et tout, tu vois. Confiance, développer ton crâne. Non, mais en tout cas, ton sens critique, etc. Voilà, ton sens critique. Et là, en fait, à l'IUT, pas à l'IUT, mais genre, quand tu arrives dans le supérieur, tu apprends à réapprendre. Enfin non, tu réapprends à apprendre plutôt. C'est plutôt dans ce sens-là. Oui, parce que jusqu'à présent, au lycée, on donnait des cours, il fallait que tu recraches les cours tels quels. Alors que justement, vraiment, comme tu l'expliques très bien, quand tu arrives en études supérieures, on te demande d'utiliser ta tête. Alors, peut-être pas tout de suite sur la première année, parce que tu es obligé de réapprendre ces bases-là et ensuite les recracher. Mais je comprends totalement ce truc-là où beaucoup d'étudiants et beaucoup de personnes ont du mal à faire le switch sur putain merde. Oui, non, mais là, on me demande une réflexion, etc. Il faut que j'argumente tout ça. C'est pas si simple quand t'as toujours été formaté à recracher ton cours tel quel. Je te rends la parole. Non, mais il n'y a pas de souci, tranquille. Hein. Et genre, comment dire, en fait, non, c'était ultra dur dans le sens où
il y avait plein de nouveaux projets à faire. Enfin, il y avait plein de projets à faire et dans différentes matières en fait. D'accord. Du coup, en fait, ton cerveau passait de développeur Mm. à vidéaste, Mm. community manager, Illustrateur, etc. et en fait, j'ai adoré, hein, mais c'était vraiment chaud. À un moment donné, genre, on devait reprendre des anciens, une œuvre d'art, tu vois, Ouais. je sais plus quel genre, tu vois, et tout, enfin, quelle ère. On prenait, bref, une œuvre, Ouais. et on l'a réadaptée du coup en flat design, en dessin papier, tu vois, dessin Ok. papier, pour ensuite le passer sur Illustrator, Ok. et du coup, faire un truc, tu vois. Ouais, je crois que je me suis sorti avec une vieille note de merde à cette Ouais, époque-là. mais par contre, la démarche justement de Ah, la revenir au crayon, refaire Ah oui, des non, mais copies, c'était ultra formateur. tu travailler vois. ton œil sur Genre, tout ça, etc. notre prof, elle avait pas de pitié avec nous, tu vois. Ouais. Mais je regrette pas, tu vois. Genre, je me dis, Ouais. c'était pour notre bien. Et voilà. Et puis ça te permet vraiment de tout voir et de commencer aussi à structurer le cerveau. Ou, Ouais. par exemple, je sais que Paul, que certains connaissent déjà, lui, il travaille beaucoup comme ça. Aujourd'hui, du coup, les DA, il fait beaucoup de logos. Ouais. Il passe toujours son premier réflexe. Et c'est sûrement parce que vous êtes du coup de la même filière, vous venez du même endroit, Oui, c'est vrai, on était. la même promo. Je sais pas si on était dans la même classe à un moment donné. Ouais, possible. Mais en tout cas, lui, il a toujours ce réflexe de la première étape par laquelle il passe, s'il fait une wireframe pour un site internet ou s'il fait un logo, c'est tout de suite le papier, le crayon et ensuite il va exporter sur tout ça. Donc il y a encore des séquelles qui sont visibles chez certains. Je vais réussir à parler. La question que je voulais te poser, donc là, tu as une unité qui est très formateur. Tu vas continuer ensuite du coup en B3 sur la création numérique pour arriver du coup ensuite en master en direction artistique où là pour le coup c'est vraiment là où tous les deux on s'est rencontrés avec toute la clique d'ailleurs que j'ai présentée sur la chaîne. Donc pour que vous compreniez bien aussi, Julien faisait partie du groupe avec Mathieu qui est venu, avec Pedro qui est venu aussi, avec Paul qui est venu, avec Charlotte aussi. Ouais. La question que j'aimerais te poser du coup maintenant, le master, on rentre dans une autre dimension un peu scolaire puisque là pour le coup on va vraiment faire appel beaucoup plus à notre sens critique, peut-être un peu moins du côté opérationnel et création. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui ce master que tu as fait t'a aidé pour obtenir du coup le poste que tu as aujourd'hui, en tout cas pour avoir la posture nécessaire pour avoir ce genre de poste? Alors, c'est une aide, oui et non. Enfin, c'est compliqué. En fait, il y a plein de trucs à prendre en compte. En fait, ce qui m'a réellement aidé aujourd'hui à avoir le poste que j'ai aujourd'hui, c'est mon alternance. Tu vois. Ok. Mon alternance avant, en fait, je bossais dans une agence de vidéo, Ouais. principalement de vidéo et tout. Motion aussi. Ouais. Surtout motion. L'agence en question, c'est Move by Design. Big up à toi, Cyril. Hein. Genre le garçon. Voilà, le meilleur des boss. Et en fait, là-bas, en fait, j'ai appris du coup tout ce que je sais faire aujourd'hui, Ouais. principalement en motion et tout, et même en créa en général, et même le sens critique que j'ai. Et comment dire, le truc, c'est que sans ce passage-là, je n'aurais jamais eu mon poste, dans le sens où Il fallait que tu passes par toutes ces étapes-là C'est ça. de pratique. C'est Et ça. j'imagine que aussi, du coup, travailler dans une boîte de motion comme ça, parce que en vrai, l'opérationnel, on peut peut-être le récupérer, tu vois, sur des tutos, ce genre de choses où tu peux t'es en constante évolution. Par contre, peut-être la rapidité d'exécution, ça, pour le coup, ça te l'a peut-être plus apporté. C'est ça. C'est ça, mais en fait, il y a aussi un point principal, c'est les clients, tu vois. Et en fait, le fait de bosser pour une boîte qui cherche quelqu'un pour produire du contenu, ce sera pas la même chose que pour bosser pour une agence de créa. Parce que l'agence de créa, elle te donne plusieurs clients sur qui travailler. Et du coup, en fait, t'as plus de matière, à fournir quand tu vas passer un entretien, tu vois, devant quelqu'un qui t'embauche, forcément. Là, en fait, j'avais plein d'études de cas, genre j'en avais vraiment plein comparé à des juniors comme moi. Et j'avais bossé pour de la télé, j'avais bossé pour des festivals, pour des croisières de bateaux festives, même pour à un moment donné vite fait pour une chaîne YouTube, pour une marque de bijoux, c'est sans fin. Et c'est pour ça que je leur suis très reconnaissant. Allez voir Move by Design, c'est incroyable. J'en suis très reconnaissant parce qu'en fait, il m'a apporté toute cette matière en fait qui me sert aujourd'hui de portfolio pour démarcher et pour me faire recruter tout simplement. Ouais, c'est clair. Et puis après, l'expérience aussi, tu vois, tu parlais de festivals de télé, c'est deux mondes qui sont différents, qui ont des codes bien spécifiques, qui n'ont pas forcément les mêmes attentes au niveau des rendus, au niveau des formats, etc. Ça aussi, c'est une chance de dingue. Ouais, c'est incroyable. C'est génial, quoi. En fait, genre, j'ai vraiment touché à tout, que ce soit du coup, comme j'ai dit, télé, festival, institutionnel, format YouTube. Il y avait quoi d'autre aussi? J'avais aussi fait un peu du UX, tu vois, pour un magazine de mode qui s'appelle Essence. En gros, ils voulaient refaire du coup une sorte de site web. Je sais pas si tu connais Medium. Oui, si, carrément. Voilà. En fait, ils voulaient faire un truc similaire à Medium, tu vois, mais à leur sauce. J'avais un peu bossé sur du UX dessus, tu vois. Voilà. Enfin, pour le coup, j'ai vraiment touché à plein de choses. Tout, pour bien te formater. Ouais, c'est ça. Ok.
Pour revenir du coup à la question initiale, donc si je comprends bien, c'est surtout l'alternance qui t'a aidé par rapport du coup au poste que tu as aujourd'hui. C'est ça. Le master, du coup, tu dirais qu'elle t'a aidé peut-être à formater plus facilement ta pensée, plus facilement ton raisonnement, ou on est peut-être encore trop tôt pour le dire, c'est aussi possible. Peut-être c'est un peu trop tôt. En vrai, le master m'a... en fait, ça sert de différenciation, tu vois, genre... Au niveau de l'emploi. Au niveau de l'emploi, Ouais. je dis que j'ai un master, tu vois, comparé à un mec qui a un bac plus 2, bac plus 3, tu vois, j'ai un truc en plus, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais absolument le finir, parce que j'ai commencé, il faut que je finisse aussi le master, Bien tu sûr, vois. ouais. Et ça me sert en fait d'outil de différenciation. Et d'un côté aussi, ça m'a servi aussi pour l'entreprise où je suis. Ouais. Je sais que tu as de moins en moins d'entreprises, tu vois, qui demandent les diplômes, mais Ouais. la mienne demandait justement, tu Ouais. vois, les diplômes et tout. Et en fait, ça m'a aidé à me faire recruter quand même. Tu vois. Ouais, Je dis pas que ça m'a... Ça a été l'élément qui a permis de. Voilà. Parce que là, ce que j'ai compris, ce qui a vraiment permis, c'est l'expérience que tu as réussi à avoir avec les alternances liées au master. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est comme tu dis, le petit point différenciant comparé peut-être une personne qui aurait eu la même expérience que toi en alternance, mais qui avait peut-être un B3 ou quelque chose de différent. C'est ça. Donc, ok, C'est ça. je comprends. Je vais pas forcément revenir sur comment t'es tombé dans le graphisme, si c'était quelque chose de voulu ou pas, parce que tu t'as répondu à cette question juste avant avec l'amour du dessin et tout que t'avais développé. On va rester du coup sur le CENI dans lequel t'es. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est une journée type, justement, quand on va bosser dans une entreprise où on te paye tout le temps, justement, à travailler sur la communication, sur la création de contenu, etc. Ouais. Une journée type, comme tu Alors, je me lève, il est 5h du matin. Je vais faire du pain, quoi. Je me lève, je vais faire mon sport, tu vois, je commence à lire 3 livres, tu vois, je bois mon café, je dis que tout le monde est une merde parce qu'il bosse pas. Bref, non, pas du tout. C'est donc Thibaut InShape. Je vends des formations. Pas du tout, pas du tout. Non, non. Plus sérieusement, non, en gros, sur la semaine, comment nous on travaille, tu vois, là où je suis, le lundi matin, c'est réunion avec toute l'équipe, tu vois, sur qu'est-ce qui a été réalisé cette semaine et tout, tu vois, enfin, on en fait part à mon directeur, et il y a un tour de table, tu vois. Si tu veux, dans l'équipe, je suis le seul qui fait de la vidéo, et tout le monde est responsable d'une marque, Ouais. Les responsables marketing, t'as mon co-directeur et t'as le directeur. Et dans l'équipe en soi, chaque semaine, tu vois, on fait le topo de ce qui a été réalisé. Ensuite, je passe, je réalise des vidéos. En fait, il y a un ordre de passage pour chaque marque, et je produis une vidéo pour chacune des marques, à chacune son tour, en fait, si tu veux. Ok, d'accord. En fonction de s'il reste des rushs, de ce qui a été tourné avant, et s'il y a du contenu à faire. Et parfois, il arrive que y a des offres exclusives, tu vois, qui arrivent et tout. Là, en fait, on met en pause et on met cette marque en priorité. Ouais. Imaginons, là, en ce moment, c'est le Black Friday, tu vois. Il y aura des marques, tu vois, qui vont passer en prio par rapport à d'autres. D'accord. Après, dès que ça c'est terminé, on reprend l'ordre classique. Ok. Ça, en gros, du coup, c'est ce qui est fait et tout. Et dans le déroulement, tu vois, du process, quand je passe à quand je passe d'une marque à une autre, je vais contacter du coup le responsable marketing de cette marque. On parle de ce qui peut être réalisé en termes de vidéo, et on fait du coup du script au tournage, au montage, des livraisons, en révision. T'inquiète. Livraison, révision, et après je renvoie, tu vois. Non, en gros, une fois que j'ai contacté mon responsable le responsable marketing, et que j'ai fait du coup la vidéo, qu'est-ce que je fais après? C'est ça? C'est ça. En fait, là, c'est pareil, même process, mais on passe au responsable suivant, en fait. Ok. Et voilà, vu qu'en gros, un responsable a jusqu'à 1 à 3 marques, en gros, qui lui est accordé. Et après, en gros, tu as aussi un autre format de vidéo qu'on fait, vu qu'en fait, on fait des formats classiques, tu vois, pour les Reels, des trends, divers et variés, tu vois. Et chaque début de mois, en gros, il y a des offres qui leur sont affiliées, tu vois, à leur marque et tout. Et chaque début de mois, en fait, on fait des face cam qu'on enchaîne. Et en fait, la première semaine du mois, je ne fais que des face cam. Ok. Et en fait, je monte que des face cam, du coup, pour toutes les marques. Il n'y a pas forcément d'ordre, il faut juste que je les monte à la chaîne, quoi. Ok. Et du coup, en fait, c'est juste pour l'annoncement des offres. Pourquoi des face cam? Parce qu'en fait, justement, ça humanise plus la marque. Bien sûr. Et il y a généralement plus de watch time en fait, quand tu mets un visage en fait, à la caméra. Ok. C'est intéressant parce que du coup, tu as aussi tout de suite cette casquette toi, d'analyste. Tu n'es pas simplement justement un exécutant sur la vidéo, etc. Il y a vraiment un travail de collaboration que tu fais en fait avec ton équipe communication, avec les collègues de votre équipe communication pour pouvoir comprendre si vous êtes dans la bonne direction ou pas. C'est ça. En fait, le truc, c'est que le lundi, comme j'ai dit, tu vois, genre, c'est un petit peu le récap de tout. Et le jeudi, en fait, c'est le récap des vidéos, justement, jeudi matin.
où en fait on fait un récap sur toutes les vidéos qui ont été réalisées depuis le lundi entre guillemets, tu vois, et voir s'il y a des ajustements à faire par rapport aux vidéos, enfin des trucs et tout comme ça, tu vois. Là par exemple notamment on comptait réarranger les face cam, tu vois, vu qu'on avait un fond qui était surutilisé, et pourquoi pas faire un fond différent pour chaque marque. Ce qui demanderait, tu vois, genre des déplacements, des locaux un peu différents et tout. Du coup, là, on a pensé par exemple à faire des fonds à base d'IA, des trucs comme ça, tu vois. Du coup, à voir. Enfin, ça évolue tout le temps, en fait. Ça évolue tout le temps. Ok, pour qu'on se rende compte un petit peu, parce que souvent, les gens qui ne connaissent pas forcément nos milieux, on a l'impression que les monteurs vidéo, les vidéastes ou quoi, c'est des gens qui arrivent avec leur caméra, appuient sur un bouton, attendent que la scène se passe et ensuite c'est fini. En moyenne, une vidéo te prend combien de temps, justement, à réaliser de A à Z, donc avec tout ce stade de script, plus le montage, plus l'export à la fin. Et si tu peux nous donner aussi le nombre de vidéos que tu sors par semaine, ça donnera peut-être justement aux gens une appréhension de notre métier un peu plus grande. Ok. C'est pas facile comme question. C'est pas facile parce que ça peut être très biaisé en fonction de ce que je dis, dans le sens où je produis quand même genre pas mal de vidéos. Et alors, comment dire, si je prends à la vidéo du script, du tournage, du montage et des retours, ça me prend une journée. Une journée idéalement. Après, par contre, s'il y a plein de scripts qui ont été faits en amont et que sur un seul tournage, je tourne plusieurs vidéos et ensuite que je fasse le montage, là, ça peut me prendre pour 3 vidéos 2 jours. Ok. Du coup, en fait, c'est très variable. La réponse, tu vois, je peux pas la donner comme ça. Mais sur une semaine, pour du format court, je dis bien pour du format court, les gars, parce que genre un monteur, il va pas vous monter 10 vidéos d'1 heure sur une semaine, c'est impossible. Sur du format court, je te sors 6 vidéos, 5-6 vidéos. Et quand je suis très performant, 8. Tu vois. Par semaine, du coup ? Par semaine. Ah ouais, c'est énorme. Quand je suis très performant, tu vois. On va prendre la base de 6, même en prenant la base de 6, t'es à 24 vidéos par mois quasiment. C'est énorme. C'est quasiment une vidéo. Ouais, en fait, c'est une vidéo par jour par rapport à ta semaine de taf, quoi. C'est ça. Et après, tu vois, ça dépend encore, tu vois. Vu que si, par exemple, je dois implémenter un peu de motion, tu vois, ou des inserts un peu plus compliqués, tu vois, que je dois faire un peu de compositing et tout, là, tu vois, je serais plus à un ordre de 3 à 4, tu vois. Putain, ok. Bon. Mais ouais, c'est sport, mais... Ouais, non, mais c'est important de le rappeler parce que c'est vrai que, voilà, tous les milieux de la création demandent forcément beaucoup de temps, beaucoup de travail. Il y a des phases d'idéation qui sont aussi très importantes. Mais c'est vrai que je pense que les gens sont tellement habitués à consommer, en fait, des vidéos tous les jours et être noyé, tu sais, de nouveaux contenus. Ouais, ça devient fast-food, en fait. Et voilà, exactement. Et que beaucoup se disent, en fait, si tu as autant de vidéos, c'est que c'est simple à faire. Alors qu'en fonction de ce que tu veux faire, du degré de professionnalisme que tu veux derrière, non, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement, etc. Ça dépend de la qualité que tu veux ressortir. Ouais, c'est clair. Donc la question que je voulais te poser, on a mystifié justement un petit peu là où tu travailles. Je vais te laisser bien sûr présenter là où tu bosses, mais si je dis pas de bêtises, tu bosses pour un gros groupe automobile sur Montpellier, donc sur le secteur de l'automobile. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement, pour que les gens comprennent bien du coup sur quel type de cible tu opères? Yes, bien sûr. En fait, c'est sûr que là, c'était un peu mystifié depuis le début. Je disais, des marques, des gens et tout. Je bosse avec des gens dans l'ombre. Enfin bref, j'ai un peu de... Ouais. Non, mais Darsasuke. Tu fais le Darsasuke. Je bosse dans l'ombre. Exactement. Bref, non, pas du tout. En gros, pour être plus précis, je bosse pour un groupe auto qui s'appelle le groupe Grimm. Et en fait, c'est un concessionnaire qui vend du coup du multimarque, de l'auto et aussi de l'utilitaire, tu vois, dans l'auto, des 2 roues et des 3 roues. Et du vélo. Voilà. Les 3 roues, tu vois, c'est principalement, tu vois, pour du loisir. Du loisir ou même de l'utilitaire dans un sens. La marque s'appelle Can-Am. Dans les 2 roues, tu vois, il y a BMW Motorrad. Il y a Can-Am aussi. Ensuite, il y a du vélo. Vélo, il y a Giant et Ride & Co, tu vois, qui est la marque qui est un magasin, tu vois, c'est la marque du groupe. Après, tu vois, au niveau de l'auto, tu vois, tu as plein de marques. Au total, en fait, il y a 15 marques. BMW, Mini, Ford, etc. Et aussi des nouvelles marques, tu vois, genre comme Xpeng, qui est une marque chinoise. Des marques un peu plus prestige, tu vois, comme JLR, Jaguar Land Rover.
Et enfin, c'est très varié, tu vois. Au total, il y a 15 marques, tu vois. Enfin, 14 marques, plus une marque, en gros, à part, qui s'appelle Grim Occasion, en fait, qui est, du coup, un peu, entre guillemets, le label, la firme Occasion du groupe. D'accord. Et ouais, voilà. Et en gros, il y a je crois qu'il y a plus de 40 concessions. Ah oui, Je sais pas exactement, tu vois. Il n'y a pas que Montpellier, en fait, c'est réparti vraiment dans tout le sud de la France, plus ou moins. Genre, t'en as à Avignon, t'en as à Toulouse, enfin, Montpellier, enfin, t'en as un peu partout. Et yes. Et du coup, moi, en fait, je suis avec l'équipe marketing. On est à peu près une dizaine, tu vois. Enfin, si je compte le call center, peut-être un peu plus. Et il y a à peu près un responsable marketing par marque. Enfin, un peu moins quand même, parce que, comme je t'ai dit, tu vois, tu as 1 à 3 marques qui est assignée au responsable marketing. Et en fait, généralement, c'est des marques qui se corrèlent entre eux. Tu vois, par exemple, BMW et Mini, qui font partie du même groupe, tu vois, ça sera associé à une personne. Et BMW Motorrad aussi, par exemple. Au niveau du vélo, Giant et Ride & Co, tu vois, la marque de la boîte, ça sera associé à une personne. JLR, Jaguar Land Rover, c'est le même groupe. Bien sûr. Du coup, voilà, etc. Et du coup, voilà. En fait, moi, ce que je vais faire, je vais communiquer avec chacune des personnes, tu vois, pour voir les besoins qu'ils ont en vidéo, s'il y a des besoins urgents, s'il y a des petits trucs par-ci par-là, tu vois. Ce que tu nous expliquais tout à l'heure, en prenant contact avec eux, etc. Et ensuite, tu as mon co-directeur, lui, tu vois, qui s'occupe de tout ce qui est partie développement, tu vois, tout ce qui est site web et tout. Et c'est tentaculaire un peu, parce que tu as quand même un site par marque, tu vois. Bien sûr. Et du coup, ça fait beaucoup de pages, tu vois, t'imagines et tout. Lui, en fait, il s'occupe de tout ce qui est partie dev, tout ça. Et parfois aussi, il a des petites demandes en vidéo, tu vois, quand il y a une vidéo, tu vois, à mettre sur la homepage. C'est assez rare, tu vois, mais ça arrive parfois. Et parfois, ça arrive aussi qu'il y ait des demandes qui soient en dehors du marketing, tu vois, pour des réalisations vidéo, des petites photos. Bon, je sers de photographe parfois, tu vois, vu que j'ai la cam. C'est comme ça, tu vois. Je sers de photographe. À un moment donné, tu avais le BLMA, je crois, l'équipe de basket de Montpellier. Tu vois, qui passait et tout, qui a un partenariat avec Ford du groupe. Du coup, j'ai pris des petites photos par-ci par-là, tu vois. Parfois, en fait, t'as des vendeurs, tu vois, qui ont des petites demandes parce que Ford France, tu vois, leur demande des trucs et tout. Du coup, je dois filmer un véhicule en vif, tu vois, mais c'est des petits trucs rapides, tu vois. Du coup, voilà, plus ou moins au niveau du métier. Ok, très bien. Du coup, en gros, t'as les responsables marketing, tu vois. Et moi, je suis un peu au centre, et du coup, j'envoie ce qu'ils demandent et tout. Et eux, en fait, du coup, eux sont au centre ensuite de leur marque, avec les directeurs, les vendeurs et tout. En fait, c'est très tentaculaire, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en plus, il y a peut-être aussi un aspect que tu n'as pas forcément amené, mais je crois comprendre que tu aimes bien aussi le milieu automobile de base, non ? Alors, ouais, j'aime bien. En fait, c'est plus, du coup, big up à Typic Car, tu vois, pas Tristan. Et en gros, genre, c'est un pote à moi, enfin 2 potes à moi plutôt, qui m'ont un peu mis dans l'auto. Enfin, oui et non, dans le sens où je n'aimais pas spécialement ça de base. Et c'est plus un peu le monde underground, tu vois, voilà, en mode tuning, un peu tout ça, tu vois. Les rassos, enfin, je sais pas, il y a énormément de rassos, tu vois, mais genre, j'aime bien genre les vieilles voitures, particulièrement les voitures japonaises, les JDM, voilà, pour ceux qui connaissent. Et j'aime le milieu de l'auto, mais c'est plus dans le sens où un peu à la bricole, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un peu à la bricole. Pas vraiment forcément dans le 9-9, mais c'est corrélé. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui m'a permis un petit peu aussi d'avoir mon emploi, tu vois. J'imagine. Vu que j'avais un peu des projets qui ont été réalisés, tu vois, ou qui étaient sur le cours d'être réalisés, tu vois. Du coup, je leur montrais les storyboards, tout ça. Et du coup, forcément, ils ont dit, on le prend, tu vois. C'est aussi un art de pouvoir filmer des voitures, faut se retrouver dans le club de ton copain, tenir les choses, etc. C'est ça. Il y a des positions qui sont des fois un peu insolites. En termes de sécurité. Bon, on reviendra dessus. Border. Exactement. Border. Je pense que en vrai, la présentation, je suis très content, elle est très complète. Est-ce que tu veux qu'on parte peut-être sur la deuxième partie cette fois-ci pour comprendre un peu plus ton approche ton approche, j'ai réussi à parler vis-à-vis justement du graphisme, vis-à-vis du motion design, ça te va ? Non, j'ai pas envie. Ok, super. Eh bien, c'est donc la fin de cet épisode. N'hésitez pas. Allez, ciao. Non, mais oui, bien sûr. Allez, parfait. On va commencer avec cette première question, Jules. On vient de parler justement un petit peu que toi, tu es en CDI. Moi, sur le coup, je suis en freelance. Le premier avis que j'aimerais que tu nous donnes un peu par rapport au milieu de la communication du graphisme, ça concerne un petit peu l'état du marché à l'heure actuelle. Parce que justement, tu l'expliquais un petit peu, tu as enchaîné les alternances. Tu as fait 2 alternances et tu as dû switcher du coup à la fin avec Grim, etc. qui était, je crois, si je ne dis pas de bêtises, d'abord un stage, puis ensuite du coup CDI. J'ai fait une alternance. Ensuite stage à Grim pour ensuite arriver en CDI. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as été confronté à un moment donné à cette difficulté de réussir à trouver une alternance et trouver un emploi. Maintenant que tu as ce CDI et que tu as un peu plus de recul,
tu as pu tester aussi différents entretiens. Quel portrait tu dresserais à l'heure actuelle concernant le marché justement de la communication? Le marché, il est niqué, genre. Si je dois être honnête, il est vraiment niqué le marché. Vu qu'à un moment donné, par exemple, Canam, tu vois, la marque que Grim on a actuellement, elle est arrivée il y a 2 mois. Okay. Et justement, il y a 2 mois, ils faisaient des recrutements pour retrouver une nouvelle personne. Ils ont posté l'offre un jour comme ça, tu vois. Le lendemain, il y avait déjà 100 demandes, tu vois. Wow. 100 demandes. C'est pour ça, tu vois, dans la com en général, je parle pas de la vidéo, tu vois, mais genre dans le digital en général, je trouve le marché il est complètement niqué. Parce qu'il y a trop de monde, tu vois. Il y a trop de monde. Et ça, malheureusement, c'est à cause du fait qu'il y ait trop d'écoles tu vois, qui ont ouvert, tu vois, il y a des écoles qui ont émergé de partout et qui ont profité en fait du système d'alternance en fait qui était quand même très très valorisant. Tu vois. Enfin, t'as l'État, tu vois, qui donnait des aides et tout, tu vois. Enfin, c'est gratifiant, pardon, qui était très gratifiant et tout. Et ben en fait, ils ont commencé à sortir ça de partout. Ils ont commencé aussi à donner des chiffres qui étaient abusés en termes de salaire. Tu vois, faites 5 000 € par non, c'est abusé aussi, tu vois. Et vu que c'était un peu genre. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi, tu penses, tu vois, un truc sur... aujourd'hui, tu peux retrouver beaucoup de tutos sur YouTube, beaucoup de personnes qui font aussi de la formation. Est-ce que tu ne penses pas que, en plus des écoles, le fait aussi que ces métiers-là peuvent s'apprendre, entre guillemets, sur Internet, je mets des grosses guillemets, bien sûr, n'a pas joué justement dans cette exacerbation, je me suis à parler, du marché par rapport à la demande et aux offres? Je pense que oui, mais en fait, là où je pense que ça... comment dire il y a de ça, mais je pense qu'il y a aussi une sorte d'inconscient collectif en mode, généralement, avant, tu vois, comme ce que je disais au début de l'épisode, tu vois, mon père, tu vois, lui, il disait que pour lui, de l'informatique, tu vois, genre, c'était un peu l'avenir. Et que là, en fait, ce qui est toujours le cas, et que là, en fait, là, les métiers du digital, c'est un peu, avec de grosses guillemets, je dis ça, parce que c'est pas forcément vrai, un peu de l'informatique qui est simplifiée. D'accord. Dans le sens où j'ai envie de dire, tu touches un ordi, mais c'est pas du code. Et c'est pas non plus un métier de compta qui peut être parfois vu comme certains chiant. Tu vois. Je dis pas que c'est un métier chiant, chacun se kiffe, tu vois, mais c'est pas forcément le mien. Et que pour certains, en fait, ça peut être un métier chiant. Et d'un côté, en fait, il y en a qui pouvaient se retrouver dans le digital, dans le sens où c'était un métier entre grosses guillemets encore informatique, et qui était du coup plus accessible. Et les gens se disaient, tu touches à un PC, c'est ce qui est très valorisé en ce moment, go dessus, tu vois. Et en fait, c'est un peu pour moi, c'est un peu genre une sorte d'inconscient collectif et tout le monde a voulu se trouver dessus. Tout le monde a voulu se trouver dessus en mode c'est un peu le nouvel Eldorado. Sauf qu'il y a eu trop de monde d'un coup. D'ailleurs, pas forcément. Et là, il n'y a pas assez de place qui suit derrière. Et moi, je le vois plutôt comme ça. Je pense qu'il y a aussi un truc où aujourd'hui, tu vois, on est tous consommateurs de réseaux sociaux. Hein, donc on mange à longueur de journée des publications, des vidéos, des concepts créatifs, etc. Et je pense qu'il y a un peu ce truc de mimétisme où quand tu deviens consommateur et que ça s'implique dans ta routine quotidienne, à force de voir des choses, tu te dis c'est simple et moi aussi je peux le faire. Et donc, inconsciemment, je vais aller dans cette direction pour travailler, peut-être oublier d'autres métiers, etc. Donc je pense aussi que tu vois, les réseaux sociaux, pour le coup, n'ont pas forcément aussi aidé le métier, où beaucoup, je pense, de nouveaux arrivants pensent que les métiers de la communication, c'est du réseau social. Non, le métier de la communication, il y a plein de choses différentes. T'as de l'ADS, t'as... Exactement, totalement. T'as les strates de référencement, t'as le positionnement aussi de ta marque pour savoir quelle histoire tu vas raconter. Et puis après, sans parler de ça, il y a aussi des collaborations étroites que tu vas devoir avoir avec tes commerciaux pour pouvoir trouver d'autres clients différemment, etc. Enfin, c'est tellement varié que je pense que justement les réseaux sociaux, ça ne l'explique peut-être pas forcément. Toi, Matt, typiquement, on est confrères, mais on fait pas du tout la même chose. Tu vas mettre en avant justement des produits automobiles. Moi, je vais mettre en avant du mariage avec justement une forme d'immortalisation d'un moment très fort pour les mariés. Alors que pourtant, si tu regardes justement juste des vidéos sur YouTube, c'est deux mecs qui prennent leur caméra, qui filment, qui font du montage et c'est fini. Non, parce que le but ne sert pas la même fin, d'une certaine manière. Justement, est-ce que tu penses aussi que le fait que le marché soit sursaturé, il n'y a pas aussi une forme d'incompréhension de nos métiers vis-à-vis justement des professionnels, vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des clients, qui pourraient justement aussi faire que ça bouge, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de communication, quasiment toutes.
Même le boulanger d'à côté, maintenant, il fait des vidéos, tu vois. C'est ça. Même si la communication en soi n'était pas une production hollywoodienne ou une production professionnelle, bah, le fait de faire des posts régulièrement, le fait de juste s'occuper de tout ce qui va être les papiers craft, par exemple, pour reprendre l'exemple de la boulangerie, faire les commandes, faire tout ça, gérer. Tout ça, c'est un métier. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, justement, il y a une forme d'incompréhension de nos métiers de manière globale vis-à-vis, justement, des entreprises? Oui, absolument. Enfin, en fait, le problème, tu vois, c'est que c'est assez récent, c'est très jeune, tu vois, comme forme de métier. Et d'un autre côté, tu vois, ça va beaucoup trop vite pour que les gens aient le temps d'ingérer, de comprendre la chose, tu vois. Enfin, tu vois, je pense que tu demandes, encore une fois, au boulanger d'à côté, enfin, au commerçant d'à côté et tout, tu vois. Tu parles de digitalisation et tout, il se dit, what the fuck, tu me parles de quoi, lui, tu vois. Tu parles de réseaux sociaux, enfin, lui, il dit, ouais, il va penser à Facebook, tu vois, il va penser à des... En fait, il va penser qu'au négatif, tu vois, il va pas penser forcément à la visibilité que ça peut t'apporter. Et le truc, enfin, c'est, en fait, c'est quelque chose qui peut propulser, tu vois, euh, ton business. Ouais. C'est quelque chose qui peut propulser ton business et tout, tu vois, tout ce que tu fais. Mais ben, les gens, tu vois, qui ne sont pas dedans, de base, ben, je pense que ce ne sont pas forcément non plus des consommateurs aguerris de réseau. Ouais. Et du coup, ben, en fait, ils n'arrivent pas à avoir la puissance que ça peut avoir derrière, tu vois. Bien sûr. Et du coup, ben, forcément, là, au niveau de la compréhension, ben, Ouais. comment je pourrais dire ça? Enfin, Non, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a une incompréhension, comme tu dis. En fait, il y a deux types d'incompréhension. La compréhension que tu viens d'expliquer sur le fait qu'en effet, ils ont un petit peu peur, ils vont se dire qu'on va mettre de l'argent, mais les réseaux sociaux, c'est tellement volatile, je connais pas, non, ça va pas pouvoir péter. Et inversement, tu as la personne qui est conscient qu'en effet, les réseaux sociaux et la digitalisation de manière globale peut venir l'aider à franchir un pas sur son image de marque et à terme, potentiellement, sur de nouveaux clients. Mais souvent, ces mêmes clients-là sont des clients qui t'appellent au moment où déjà, eux, de leur côté, du point de vue trésorerie, c'est la catastrophe. Et donc, le dernier levier qu'ils n'ont pas essayé, bah, c'est ce levier de communication digitale. Vont avoir beaucoup trop d'attentes par rapport à la situation dans laquelle ils sont. Parce que je le rappelle, même si on va faire de la stratégie, même si on va réfléchir nos contenus, même si on va adopter, tu vois, toutes les bonnes pratiques, un bon hook, un sujet qui tient la route, un script qui est bien travaillé, et à la fin une valeur qui est donnée, je sais pas, un template ou un truc comme ça, même en faisant ça, tu n'es pas sûr que ton contenu va exploser. Et c'est pas un contenu qui va te permettre d'atteindre 10 000 abonnés et derrière te générer 100, 300 ventes par mois. Ouais, en fait, le problème, c'est que les gens pensent... Enfin, c'est pas un service comme un autre. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, un service, tu payes, tu as le retour direct. Tu amènes ta voiture au garage, tu as la preuve vivante que ça marche. Tu vois, genre, tu l'as en face de toi. Que là, en fait, c'est sur un truc qui se travaille sur du long terme, c'est un truc qui se cultive, tu vois. La création de contenu, enfin, le marketing en général, ça se cultive. Et tu peux pas avoir des résultats, en fait, instantanés. Et en fait, genre, je pense, tu vois, c'est ça, tu vois, qui est un petit peu... comme je dis, tu vois, c'est un nouveau métier que les gens ne sont pas encore à gérer ça. C'est qu'en fait, ils veulent... Ben, tu payes un service, tu veux le résultat instant. C'est normal, tu vois. Que là, en fait, il faut attendre... Et au début, tu n'es même pas sûr, en fait, que ça va porter tes fruits. Tu vois. C'est ça le problème d'aujourd'hui, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que ben, tu te dis, ouais, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, mais je paye, tu vois, j'attends mes résultats, tu vois. Et j'ai pas confiance. Et aujourd'hui, tu vois, c'est un peu aussi compliqué. Ben, il y a des outils pour ça, tu vois. Mais c'est aussi compliqué, tu vois, de traquer si, par exemple, le client que tu as aujourd'hui qui est venu dans ta salle de sport, ben, c'est le client qui a checké ta vidéo. Sur les réseaux sociaux. Voilà, que tu as vu sur qui t'a vu sur YouTube et tout, tu vois, ou qui t'a vu sur Insta. Ouais, clairement, je comprends. Et en fait, le problème, c'est que ben, il y a un manque de patience, tu vois, et il y a un manque de confiance. C'est surtout ça. Et en plus, malheureusement, ce manque de patience, ce manque de confiance est exacerbé avec le climat économique dans lequel on est aujourd'hui, où beaucoup d'entreprises déjà avant faisaient le choix de t'appeler au moment où, du point de vue trésorerie, ça allait. Et t'es pas sûr, mais il fallait pas non plus attendre 1 an. C'est ça. Mais maintenant que justement tu es dans un climat qui est très très compliqué, et par rapport justement au nombre de demandes qu'il y a par rapport aux offres, il y a aussi un truc de la part des entreprises qui est légitime de se dire, bon bah si ça marche pas avec lui, tant pis. Au bout d'1 mois, si j'ai pas de résultat, allez, je le bazarde, je prends quelqu'un d'autre, et puis il y a bien à un moment donné, j'ai tombé sur la poule aux œufs d'or, et avec un petit peu de chance, je vais avoir de meilleurs résultats. C'est ça. Donc bon, c'est clair que ce côté-là, c'est pas forcément évident. L'une des choses justement qui est aussi intéressante, c'est est-ce que tu arrives facilement à expliquer ton métier à tes proches ou tes amis qui ne sont pas du tout dans le même secteur d'activité que toi? Je sais même plus. Non, en vrai, ben, par exemple, ma famille et tout, tu vois, genre ma mère et mon père, tu vois, genre, quand je leur ai expliqué mon taf, je disais, ouais, je fais de la vidéo, tu vois. Ils disaient, ouais, tu fais quoi exactement? Je dis, je fais de la pub. Allez, c'est bon, c'est plus simple. Je fais de la pub, enfin, c'est plus parlant, tu vois. Je fais de la pub, mais je dis, je fais de la pub, mais sur Internet. Ouais. Voilà.
Je pense que, tu vois, genre, si je devais expliquer mon métier à quelqu'un, tu vois, je dis, ouais, je fais de la pub mais sur Internet et tout, c'est plus simple à expliquer. Mais par exemple, quand je travaille avec quelqu'un, tu vois, qui, qui connaît légèrement le milieu de la com, tu vois, et tout, je dis, tu vois, je suis motion designer, tu vois. Oui, là, Mais tout même, de suite. voilà, là, je pousse un peu plus loin, mais même motion designer, parfois, j'ai besoin d'expliquer, tu vois. Ouais. Enfin, à moins d'être dans le domaine, tu vois, personne sait ce que c'est un motion designer, Ouais. tu vois, Et c'est quasiment. clair que si par exemple tu es en effet un community manager qui a toujours travaillé de son côté tout seul dans une équipe où il n'y a pas vraiment d'équipe et que c'est lui qui gère la chose, Ouais. qui n'a pas vraiment forcément été éduqué par rapport à ça et ce qui est possible de faire, oui, je comprends qu'il ne sache Ouais. pas vraiment qu'il est motion designer, enfin ce qu'est un motion designer en tout Ouais, cas. du coup, enfin, moi, ce que je dis pour expliquer, tu vois, ce que c'est un motion designer, tu vois, je me dis, ben, je prends un exemple, tu vois, ben, imagine, t'as un panneau de signalisation ou un logo, tu vois, ben, moi, je vais l'animer, tu vois. Par exemple, là, enfin, je vais prendre une image fixe et je vais faire en sorte qu'elle puisse bouger après. Ouais. Je dis, ben, voilà comment je décris Ouais, le plus c'est bien. facilement mon métier, tu vois. Elle est bien cette phrase. Voilà. Et ouais, du coup, voilà. Mais sinon, Ok. la plupart du temps, je dis, je travaille dans la pub, mais sur Internet. Ouais. Elle arrive plus ou moins à comprendre ou Et du voilà. moins à imaginer. Ouais. C'est ça. Ok, je vois. Autre question que je voulais te poser par rapport un petit peu au marché. Il y a l'arrivée de l'IA sur ces 2 dernières années. Là, on a passé encore un cap justement au niveau de ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le plus gros danger sur notre marché, c'est l'IA générative ou justement ce qu'on vient d'expliquer, la surdemande par rapport aux offres qui sont proposées? Ah. Est-ce que ce serait l'IA ou la surdemande? Attends. Un peu. La question, elle n'est pas facile. Ah, elle est pas facile, hein. Est-ce que tu veux peut-être que je lance un peu mon avis Ouais, et tu vas m'en dire je derrière? préfère, en vrai, je préfère. Ok. Pour moi, l'IA générative, elle n'est pas dangereuse pour nous, créateurs. Mhm. Par contre, elle peut l'être pour les personnes, tu vois, qui se sont auto-formées. Des gens qui ont suivi une formation type un bachelor, type un master, etc., auront le cerveau qui est façonné de sorte à ce qu'ils savent mettre en place une stratégie, qu'ils savent analyser ce que l'IA lui a donné pour continuer de la faire travailler. Tu vois, typiquement, je sais que tu avais fait des essais d'IA générative avec les voitures, où tu m'avais montré ton process, tu avais refait le prompt au moins une centaine de fois pour obtenir un truc qui est carré. Ouais. Une personne qui n'a pas eu ta formation, qui n'a pas eu ton œil, je suis pas sûr qu'il aurait la résilience et la patience de refaire 100 fois la même chose. Donc ce type de profil qui auparavant arrivait à se former avec leur expérience personnelle sur les réseaux sociaux et sur les tutos, bah, ces personnes-là vont devoir redoubler d'efforts, soit en se formant davantage, soit en pivotant complètement. Par contre, dans notre cas, qui du coup avant cette formation et avant cette expertise, nous on est plus en danger non pas par l'IA, mais par justement cette surdemande d'emploi versus les offres. Ouais. Parce que ça va être beaucoup plus compliqué, comme tu l'as expliqué, de sortir du lot. Donc ça va jouer sur le portfolio. Oui, ça va jouer sur les soft skills. Mais il faut être aussi franc. Ça va jouer avec la personne qui a le bon contact, qui va permettre de mettre son CV un peu plus haut. Ça va jouer avec aussi ton âge, avec aussi le salaire. Parce que si justement, il trouve un petit jeune qui est trop fort sur ce qu'il fait, qui est capable de faire le même résultat qu'une personne qui a 10 ans d'expérience, et qui coûte 2 fois moins cher, bah oui, comptablement parlant, à un moment donné, l'entreprise va dire, je prends le petit jeune parce qu'en plus du point de vue management, il va peut-être être plus simple à gérer, à manipuler, etc. Oui, le petit jeune, il va peut-être rester 1 an, 2 ans, contrairement à la personne qui a 10 ans d'expérience et qui va leur faire un projet de vie, mais je m'en fiche, parce que j'ai encore 3 ou 4 projets derrière qui ont plus ou moins le même niveau. Donc tu vois, c'est pour ça que je pense que vraiment, c'est la surdemande du marché qui à l'heure actuelle est plus dangereuse que l'IA. Voici mon avis. Ouais, c'est non, bon, j'ai envie ça le pense. je vois. Non, en vrai, je rejoins ton point de vue dessus. Et aussi, t'as une clientèle aussi qui, pour moi, va disparaître aussi petit à petit. Oui. Pour nous, c'est les petites boîtes entrepreneurs et tout. Ouais. Slash entrepreneurs, vu que en fait, c'est des profils qui ont l'habitude de tout faire un peu par eux-mêmes, tu vois. Et je pense que c'est surtout ce profil qu'on va perdre en termes de clientèle. Parce que vu qu'ils ont l'habitude de tout faire par eux-mêmes, tu vois, s'ils peuvent économiser genre 100 balles, ils le feront. Ouais, Ils le feront. Ils le feront complètement. Du coup, en fait, franchement, t'as un peu tout dit, tu vois, sur ce point-là. Non, mais je te rejoins. J'ai répondu à mon auto-question. Voilà, je te rejoins absolument sur ce point-là. Pour moi, l'IA, quand même, tu vois, elle va supprimer quand même quelques métiers, tu vois, dans le domaine du digital.
Déjà, malheureusement, ce qui est triste, c'est l'illustrateur, tu vois. C'est terminé. Ouais, et encore, tu vois, Justin Buisson, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Donc, pour les gens qui ne savent pas qui est Justin, je serais quand même très étonné, mais bon, tout de même, je vais le présenter rapidement. C'est un motion designer, du coup, comme toi, c'est un de tes confrères, qui fait beaucoup d'animations, qui fait principalement que ça. Il a travaillé notamment avec Inox sur Kaizen et un petit peu sur tout sur les derniers projets qui sortent. Et c'est surtout un freelancer qui documente tout ça sur YouTube, qui explique un petit peu comment il travaille, ce qu'il fait, etc. Voilà, qui fait vraiment un retour d'expérience qui est génial. Et la dernière vidéo en date qu'il a sortie, il a voulu voir si justement l'IA générative était capable de remplacer les motion designers. J'ai regardé. Et justement, ce qui est intéressant, c'est oui, du point de vue illustration, on a des rendus qui sont similaires à ce que va pouvoir faire justement un humain. Mais en attendant, quand tu vois le nombre d'heures qui est passé versus le nombre d'heures qui est passé côté Justin, il y a un exemple qui est marquant. Oui. Il a animé des sushis qui bougent. Oui, ça lui a pris 2 heures. Les autres, du coup, motion designers du coup, spécialisés dans l'IA, eux, ils ont mis 3 fois plus de temps. Donc, ils ont mis 6 heures à obtenir 3 rendus qui étaient plus ou moins similaires à ce que Justin avait fait, pour en fin de compte que ça soit moins impactant, moins percutant, et que tu aies encore des petits bugs de morphisme, de transition, etc. Après, tu vois, ça, c'est ce que tu as aujourd'hui. Tu vois. Mais c'est vrai, par contre, dans 2 ans, il y a moyen... Ça, c'est ce que tu as aujourd'hui. Du coup, pour moi, je reste sur mon truc, c'est que l'IA va quand même faire sauter quelques métiers. Parce que ça, c'est ce qu'on a pu avoir en seulement 3-4 ans. C'est vrai. L'IA générative de vidéo, tu vois, ça a apparu il y a que quelques années, tu vois, et c'était quoi le même premier modèle qui est sorti? Je sais même plus, je t'avoue. Ouais. Et genre, en fait, si vous voulez, il y a un mème dans la communauté de l'IA ou enfin de la vidéo, je sais pas exactement, tu vois. C'est Will Smith qui vous goûte des spaghettis, tu vois. Peut-être que tu l'as déjà vu, voilà. Oui. Le premier, il est immonde, genre il est terrorisant, genre il sort de tes cauchemars. Oui. Bref, c'est une paralysie du sommet, le truc. Oui. Et le dernier, tu vois, qui a été fait avec VO3. Qualité incroyable, tu vois, c'est vraiment clean. Tu sens que c'est encore un peu de l'IA vu que c'est lissé, tu vois. Oui, les images IA sont ultra lissées et tout, enfin ça sent même. Mais c'est vrai que tu ferais même rappeler que ça coûte 3 ans. Et quand tu prends du recul en fait, 3 ans, tu vois cette évolution, tu fais. Ok, tu vois, genre. Justin, tu vois, il le fait en 2 heures et au niveau des sushis, là, tu vois, je crois qu'il l'avait fait en 8 heures, je sais plus exactement. Ok. Mais ça, c'est encore aujourd'hui, tu vois. En 2 ans, c'est terminé, malheureusement. Tu penses justement qu'on a combien de temps encore un peu? Ça se compte en quelques années, ça se compte en une décennie, ça. Le problème, c'est que genre ça va de plus en plus vite, c'est exponentiel. Ouais. Et je donne 5 ans max. Grand max. Ouais, c'est possible. Je donne 5 ans grand max et c'est terminé. Tu vois. Enfin, terminé, je dis pas que c'est terminé pour le métier. Non, bien sûr. Loin de là. Mais que genre, ça va être le métier de motion designer, tu vois, lui-même va être transformé, mais de ouf, tu vois. Ouais. Genre, il y a des choses, tu vois, que moi je fais de moins en moins. Par exemple, le truc, c'est que genre, je voulais apprendre à riguer, vu que je débute pas, tu vois, motion design, je dirais que j'ai un niveau un peu intermédiaire, tu vois, et peut-être un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus, un petit peu plus. Mais par exemple, genre le rig, tu vois, je déteste ça, genre j'en fais quasiment pas, du rigging. Et ça, en fait, par exemple, la vidéo, par exemple, avec la fille, je crois qu'il travaillait ou je sais plus quoi, tu vois, tout début. Ouais. Ça, notamment, c'est un truc que j'animerais en motion, tu vois, parce que j'aurais trop la flemme de riguer, tu vois, j'ai trop la flemme. Et le rigging, tu vois. Donc animé en IA, pas en motion. En IA. Ouais, en IA. En IA. Et en fait, ça, tu vois, le truc, c'est qu'After Effects est horrible pour riguer. Ouais, ce n'est pas un logiciel qui est fait pour, et t'es obligé d'utiliser des plugins carrément, tu vois. Ouais. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est riguer, c'est tout simplement en fait venir mettre des points de contact au niveau des coudes, au niveau de la tête, etc. pour que, en fait, vous avez votre perso qui est tout plat, enfin, tout plat ou pas, ça dépend, mais sur After Effects, généralement, qu'un logiciel qui est fait pour de la 2D, généralement, vous avez votre perso qui est tout plat, et ensuite, vous avez commencé à mettre des pins, enfin, comment je peux appeler ça en français, merde. Des points d'accroche. Des sortes de points d'ancrage. Des épingles, voilà, sur chaque articulation, les coudes, les poignets, les doigts, tout ça, la tête. Et en fait, à partir de ça, vous allez bouger votre personnage, sa main et tout. Et en fait, ça, sur After Effects, c'est ultra fastidieux qu'ils ont créé, du coup, des plugins, des logiciels tierces, en fait, que vous intégrez à votre logiciel en plus. Ça rend le truc super lourd après. C'est un peu chiant à manipuler. Il y a des questions qui vont venir après sur Adobe, et vous voyez à quel point Julien est amoureux de cette suite. J'adore Adobe, c'est une histoire d'amour. Non mais en fait, le truc, j'ai toujours rêvé d'aller à Adobe Max, mais si je dis des choses dans cette vidéo, j'irai jamais. C'est vrai. Mais bon, enfin. Mais oui, je vois que en fait, tout ce truc qui est répétitif, qui est chiant, qui en plus derrière ne va pas forcément très bien fonctionner en effet avec nos logiciels, c'est vrai que si ça tu peux le remplacer par l'IA. Voilà.
C'est cool. En vrai, non, ça, au moins sur ce point-là, tu vois, c'est assez cool. Vu que il y a des tâches que moi aussi je délègue, tu vois, par rapport à l'IA, vu que maintenant t'es obligé, tu vois, t'es obligé de prendre le train. Surtout en plus quand tu me dis que sur la semaine, enfin en tout cas sur un mois, t'es quasiment à 24 vidéos par Je par suis mois. obligé. Et à un moment donné, t'es obligé de faire aussi un choix. Voilà, Bien sûr, je comprends. non, c'est obligé, c'est obligatoire. Je comprends totalement. Mais après, non, ça. Sur les 24 vidéos, tu vois, ça reste viable, tu vois. Ouais. Genre, ça reste viable justement grâce à l'IA, ça m'aide sur pas mal de trucs et tout. Et même pour faire des rendus qui sont quand même beaux, tu vois, c'est un peu nécessaire maintenant. Ok. C'est un peu nécessaire. Mais ouais, pour revenir à la question de base, pour moi, l'IA peut quand même, genre, tuer quelques métiers. Enfin, ça va faire, en fait, comme on dit tous, ça va faire un énorme tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et en fait, ça va faire une sorte de décalage, en fait. En fait, tout ce qui sera bon va commencer à être très bon et ce qui sera excellent, bah, tu vois. En fait, ça va vraiment faire le tri. Tu vois, tout ce qui sera mauvais, bah, ça va dégager. En fait, maintenant, le standard, en fait, on va mettre le standard sur un autre niveau. En fait, on va mettre le standard sur très bon ou voire très bon, tu vois, en fait, tout simplement. Et tout ce qui sera mauvais, bah, n'existera quasiment plus. Ouais. Tu vois, il y a un autre truc qui m'a marqué, en tout cas sur ces 2 dernières semaines. Je sais pas si tu as vu, il y a Apple TV qui a refait son intro complet. J'ai vu, ouais. Donc je vous mettrai peut-être la vidéo juste à côté, mais en gros, ils se sont amusés à donc, faire appel à je crois un verrier qui a repris en verre du coup la pomme avec la typo d'Apple TV, etc. Ils en ont fait, je crois, une vingtaine comme ça. Et ensuite, ils ont mis ça en studio et se sont amusés du coup à orienter la vitre de droite à gauche. Ouais. Avec une lumière qui vient justement légèrement de côté, et en fait t'as une sorte de jeu de diffraction un peu RGB. Ouais, avec le prisme, en gros, ça. t'as la lumière qui passe dans le Exactement. prisme Et du puis, verre et qui. T'as ce RGB qui se fait, elle se superpose, la pub dure 2 minutes et c'est fini. Pourquoi cette pub, j'en parle? Parce que théoriquement, tu peux faire ça avec After Effects sans vraiment difficulté, voire si vraiment tu veux un rendu un peu plus poussé, ou Blender ou C4D, tu peux très bien aussi t'en sortir en jouant bien avec la lumière. Ça te coûterait moins cher et ça te permettrait surtout d'aller peut-être un peu plus vite. Par contre, Apple, en sortant cette pub-là, je trouve, a envoyé un énorme message justement à nos métiers et aussi un petit peu aux consommateurs, en mode, bah, nous, on soutient un petit peu justement l'artisanat, entre guillemets, de la communication. Et surtout, on vous montre qu'aujourd'hui, une communication qui est faite comme ça, avec des vrais hommes derrière, c'est un train des vrais hommes derrière, avec un grand H. Avec un grand Z, pardon. C'est vrai que je dis hommes, pardon. Des grands hommes, bah non, je le redis encore, des grands hommes avec un H, un grand H, est en train de devenir en fait une forme de luxe. Parce que historiquement, Apple, c'est comme ça qu'ils se positionnent. Quand tu vas chez eux, tu sais que c'est l'ensemble. Donc, je te rejoins totalement là-dessus. Travailler avec Apple, malheureusement, ça ne va pas être tous les professionnels. Ça va être les très bons, voire, comme tu disais, les exceptionnels. Donc voilà, c'était pour compléter ce que tu disais. Je sais pas d'ailleurs, je te rejoins encore aussi. Enfin, je fais une aparté dans l'aparté. Justement, Apple, tu vois, ils ont fait leur pub avec le verrier et tout ça. Et à côté, t'as Coca qui en fait je l'ai vu, et qui se sont refait défoncer. Alors qu'il avait déjà fait l'année dernière et qu'il s'était déjà fait défoncer. Ah non, mais la fin. Ouais. Ouais. En vrai, ça me redonne un peu espoir en l'humanité, tu vois. Après, je sais pas, en fait, je sais pas exactement c'est qui se plaigne de ça. Est-ce que ce sont des créatifs ou est-ce que ce sont des gens qui sont engagés, tu vois, pour l'écologie, des trucs comme ça? Non, je pense que oui, je pense que. Parce qu'en fait, c'est les créatifs qui se plaignent. En effet, c'est les personnes engagées. Parce que monsieur, madame, tout le monde, je pense qu'ils ne voient pas vraiment la différence. s'en foutent un peu, tu vois. Vu que les seuls gens qui se plaignent, tu vois, c'est des gens de nos métiers, tu vois, ou soit des gens engagés pour la planète. Sinon, je vois pas trop qui. Ouais, c'est vrai. Et en fin de compte, c'est vrai que nous, on est qu'une petite minorité là-dedans. Ouais, du coup, je pense qu'ils s'en foutent. Ouais, non, malheureusement, ils s'en foutent. C'est vrai que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais ils sont bêtes ou quoi, Coca, de repartir là-dedans? Mais en effet, si ils repartent une deuxième fois, sachant qu'ils avaient déjà pris un mini bad buzz sur les réseaux, c'est qu'en effet, comme tu dis, leur clientèle cible n'a pas du tout notre œil. Ils s'en foutent. Ouais. C'est comme ça, et c'est vrai. Tu fais bien de que les créas boycottent ou pas, ils s'en foutent. C'est clair. On va passer maintenant sur un autre sujet. On va forcément parler un petit peu d'IA parce que ça a beaucoup parlé de ça à Adobe Max. Donc cette partie-là, elle est plus concentrée maintenant sur l'actualité. On va parler d'Adobe Max, on va parler de Facebook Cuisine, on va parler aussi de formation. On va commencer avec Adobe Max. Je sais que tu n'es pas forcément un très très grand fan justement de la suite Adobe. En vrai, j'aime Adobe. Mais c'est Adobe qui ne nous aime pas, tu vois. Ouais, en fait, on aime tous Adobe, mais Adobe ne nous aime pas, tu vois. Et en fait, ils font tout pour qu'on les aime pas. Genre, oui. Les logiciels qui ne sont pas mis régulièrement à jour, dès qu'ils sont mis à jour, ils ont du retard par rapport aux concurrents. Et puis surtout, le problème de stabilisation qui est compliqué.
Non, j'aimerais qu'on revienne vraiment sur cette conférence parce que je sais que tu as fait une vidéo et d'ailleurs je vous la mettrai aussi par rapport à ça où justement t'expliquais que bon bah on n'a rien appris sur cette conférence. C'est IA. Pour le coup, moi je l'ai traité aussi du coup en live et je suis pas forcément d'accord avec ce point de vue-là. Okay. Oui, il y a beaucoup d'IA, mais il y a un gros pivot assez majeur côté justement Adobe. Je vais pas forcément tout de suite te donner mon point de vue. J'aimerais d'abord que tu exprimes ton point de vue. Pourquoi justement tu considères qu'aujourd'hui Adobe Max, en tout cas cette conférence d'Adobe Max, n'a pas été intéressante, pas été pertinente comparée aux deux dernières. Ok. Alors, le truc, c'est que moi, je t'avoue, j'ai pas suivi toutes les conférences. Voilà, j'ai juste regardé, du coup, les nouveautés. Tu vois, vu que c'est vraiment ce qui m'intéresse à ce niveau-là. Les nouveautés, tu vois, ce qu'il y avait sur les logiciels et tout. Et bah là, par exemple, ils commençaient à représenter des trucs sur Illustrator qu'ils nous ont présenté, je crois, l'année dernière. Oui. J'étais même pas sûr de ça. J'étais en mode, bon, ok. Sur Photoshop, ils font des partenariats avec Google et Topaz pour les intégrer, du coup, au logiciel. Ok. Sur Premiere, ils ont enfin sorti de la rotoscopie, tu vois, sur le logiciel. Et ce qui était Donc là, c'est des termes très techniques, je me permets de te couper. Vas-y. La rotoscopie, c'est un outil qui permet de détourer automatiquement des éléments sur une vidéo. Et ça, c'est essentiel pour se permettre de faire des effets, mais surtout aussi pour la colorimétrie. Et chez certains concurrents, il y a DaVinci Resolve qui a ça depuis très longtemps, Final Cut qui avait ça depuis très longtemps. Et en effet, c'était quelque chose qu'on attendait. Parenthèse fermée, je te laisse reprendre. Mais enfin bref, et du coup, genre... En fait, limite, genre, ça m'a fait plaisir, mais limite, j'avais encore plus la haine à ce moment-là. Alors, je suis en mode, les gars, vous avez attendu 2025 pour mettre ça ? Et attends, c'est pas encore dans le logiciel. Non, c'est en putain de bêta. Voilà. Excusez-moi les termes, mais c'est encore en bêta. Enfin, non, mais pour moi, c'est hallucinant, tu vois. Ouais. Et genre, Enfin... Je sais pas, en fait, pour moi, j'ai vraiment pris comme une insulte, limite. Non, que ça a été mis que maintenant. Et enfin, limite, bon, les gars, on n'a pas trop su quoi sortir, du coup, prenez ça, votre rotoscopie de merde, vous me demandez depuis longtemps. Qu'on comprenne bien, justement, aussi la lecture que tu as, justement, de cette conférence-là. Ouais. Tu es aussi vachement au fait de ce qui se fait chez les concurrents. On parlait de DaVinci aussi. Et pourquoi, justement, tu arrives à avoir cette vision aussi énervée vis-à-vis d'Adobe ? Je réussis à parler. Voilà, non, mais en fait, le truc, déjà, tu as le concurrent direct qui est... Enfin, direct, DaVinci Resolve. En tout cas, sur Premiere After Effects. Voilà, sur Premiere After. Il faut savoir que du coup, Premiere Pro, c'est le logiciel de montage où c'est vraiment linéaire. C'est du montage, on peut rajouter quelques effets et tout. Mais après, si on veut un peu pousser plus loin, il y a After Effects pour tout ce qui est du coup VFX, VFX, Motion Design. Un peu de 3D. Très léger la 3D. Et encore, c'est que récemment. C'est que à la dernière conférence qu'ils vont rajouter de la 3D dedans. Enfin, bref. Et en fait, c'est un logiciel à part en fait, qui permet de faire des effets un peu spéciaux. Voilà. Et ensuite, on a un troisième logiciel qui s'appelle Audition pour du coup tout ce qui sera mix audio, enfin SFX, enfin du sound design, pour rajouter tout ce qui est effet sonore et tout, musique, tout ça. Mais encore, enfin c'est un peu oublié, j'ai envie de dire, Audition, vu que ils n'ont pas touché le logiciel depuis. Surtout, c'est qu'aujourd'hui, les effets qu'on va avoir, type les outils de mixage qu'on va avoir, tu peux les faire très bien sur Premiere Pro. Exactement. C'est très rare que tu ailles sur Audition. Donc, du coup, Audition, logiciel un peu oublié, mais l'idée était là, quoi. Et après, on a DaVinci Resolve, qui est totalement gratuit. D'ailleurs aussi, avant d'aller plus loin, DaVinci, c'est réalisé par Blackmagic. Et Blackmagic, géant un peu. Du monde cinématographique. Voilà, du monde cinématographique. Ils font des caméras à la base. Ils font des caméras. Et ils font aussi tout ce qui est table de mixage aussi pour le son, aussi pour des tables pour l'étalonnage. L'étalonnage, pour tout ce qui est rajouter la couleur en vidéo. Et ils développent aussi un logiciel à côté qui s'appelle DaVinci Resolve. Il y a deux versions, il y a la version classique et la version studio qui est payante et qui est seulement à $280, je crois. C'est ça. Et comparé à Adobe, il y a aussi du coup un positionnement tarifaire qui est majeur. Adobe, c'est une licence que tu vas payer chaque mois, qui te représente à peu près dans les 700-750 € à l'année. Ouais. Versus du coup DaVinci Resolve qui, en effet, tu payes 300 € une fois et tu n'auras plus besoin de la payer puisque tu auras le logiciel à vie avec les mises à jour. Voilà. Et avant que je m'énerve encore plus pour que quand même, non mais pour qu'au moins, pour pas que vous dites que ma colère est injustifiée, Adobe quand même je fais l'avocat du diable. Adobe, ils ont quand même genre plein de logiciels à côté pour justifier leur prix, parce que c'est pas que de la vidéo. Hein. Il y a du Photoshop, Illustrator, il y a de la 3D, il y a du dev, il y a plein de choses. En fait, il y a tellement de logiciels, on peut pas tous les connaître. C'est pour ça qu'ils se positionnent aussi cher. Et pour l'abonnement annuel. Que DaVinci, c'est soit gratuit, soit un paiement unique de 280 €.
Et le truc, c'est que DaVinci, rien qu'avec la version gratuite, Tu peux faire déjà beaucoup de choses. tu peux faire quasiment tout ce que tu souhaiterais faire avec la partie vidéo d'Adobe. Et c'est ça, en fait, qui m'énerve, en fait, genre, du côté d'Adobe. Premiere Pro est vraiment, en termes de montage, enfin, je ne vais pas dire à la ramasse, mais quand même un petit peu en retard sur ce que propose DaVinci, juste sur la partie montage. Et c'est juste, je vous promets qu'il y a juste que After Effects qui me retient chez Adobe, en fait. Oui, comme Parce que beaucoup. After Effects, voilà. En fait, After Effects n'a pas de concurrent. Non. After Effects n'a pas de concurrent. Alors, il y en a certains, comme l'outil, qui essayent un petit peu de venir gratter, mais on a des années-lumière Voilà. de ce que En After fait, peut faire. si les concurrents d'After Effects, je peux les citer sur les doigts de la main. Il y a DaVinci avec Fusion. Fusion, du coup, qui est un petit peu l'outil d'effets spéciaux intégré Mais directement. pareil, c'est pas voilà. très bien optimisé, ça demande beaucoup de ressources à ton ordinateur. Enfin, c'est Voilà. pas aussi facile de travailler sur du motion design avec des nœuds, c'est particulier. Hein. Ouais, en fait, c'est une approche qui est différente, c'est littéralement réapprendre le métier. Oui. C'est pour ça que je me suis jamais lancé sur Resolve, malheureusement. Tout à fait. À côté, il y a ce qu'on appelle Cavalry, qui est arrivé récemment, qui est un outil de motion design. Assez poussé quand même, un abonnement mensuel de, je crois, 16 € ou peut-être 20 € par mois. J'ai pas pu tester, mais ça a l'air plutôt sympa. On peut animer de la data dessus. Enfin, je m'avancerai pas dessus, je donnerai pas trop mon avis parce que je connais pas le logiciel. Mais voilà, en fait, pour moi, genre, ce qui retient énormément de monde sur Adobe, c'est After Effects. Et il n'y a pas de concurrent qui rivalise directement, malheureusement, avec ça. Et After Effects fait quasiment tout. Oui. Enfin, il fait plein de choses. Juste sur peut-être l'espace 3D qui est éclaté. Mais Bien voilà. sûr. Pour revenir du coup à la question de pourquoi justement tu penses que Adobe a fait une conférence encore pétée, je trouve que tu l'as très bien expliqué en disant justement que la seule chose qui te retient c'est After. Justement, est-ce que la frustration que tu as vis-à-vis de Adobe n'est pas uniquement là? C'est-à-dire que rester chez une marque qui coûte aussi cher pour un logiciel, est-ce que c'est pas ça qui crée toute cette frustration autour de ça? Parce qu'en vrai, quand tu regardes première, oui, ils ont du retard. Il y a ça, mais ouais, enfin, c'est le fait qu'ils n'écoutent pas leur communauté. Tu vois. Ça fait depuis plusieurs années, tu vois, que la communauté Comparé à disent, DaVinci, il y a ci, il y a ça qu'il faut intégrer, s'il vous plaît, mettez-le en place. En fait, le problème, c'est qu'ils se reposent trop sur le fait qu'ils ont le statut de leader du marché et en fait, qu'ils ne font rien, tu vois. Et du coup, ils crachent un peu sur leurs consommateurs. Par exemple, pour la 3D, avant Element 3D, tu vois, il n'y avait pas forcément de bons moyens de créer de la 3D directement dans After Effects. Et ça, je trouve ça aberrant, alors que dans DaVinci, c'est genre la 3D est déjà elle est plus maniable, tu vois, et c'est natif. Oui. C'est natif que là, en fait, tu dois utiliser plein de plugins. Encore une fois, des plugins, c'est des choses qu'on intègre directement du coup au logiciel, mais ça rend le truc super lourd et ton PC il explose après quoi. Ouais, c'est clair. Et en fait c'est pas stable et il y a plein d'outils en fait qui devraient être là de base pour faciliter la vie de tout le monde, mais ils ne le font pas parce qu'en fait c'est déjà qu'il y a des plugins à côté qui vont être créés. C'est ça qu'ils appuient dessus. Alors, maintenant on va essayer ce que je te propose d'avoir une lecture un peu différente de la conférence sans avoir... Parce que en vrai je suis d'accord avec tout ce que tu dis sur la suite Adobe. J'ai essayé plein de choses, la suite Final Cut par exemple avec Motion. Motion, tu peux faire des trucs intéressants, mais tu es très loin aussi de ce que After Effects peut faire. Et puis, c'est un raisonnement qui est un peu particulier. Mais bon, bref. Final Cut qui est aussi intéressant sur certains trucs. La stabilisation, je trouve qu'il fonctionne bien. La rotoscopie qui était là depuis un bon petit moment. Mais il y a tellement peu de clients qui utilisent ça que tu peux pas te permettre de monter là-dessus, etc. Ouais. Donc, globalement, sur l'entièreté de ce que tu dis, je suis complètement d'accord. Maintenant, et c'est ce que je me suis dit, tu vois, quand j'avais lancé le live, je me suis dit, OK, je peux pas faire un live où je vais gueuler tout le temps en mode Adobe, purée. Je vais pas dire des mots qui dépassent ma pensée, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais me forcer à vraiment écouter en profondeur ce que dit Adobe. Et je me suis tapé les deux autres conférences de 2024 et 2023. Ouais, je suis motivé. Ouais, 2023-2024, en effet, c'était pas super intéressant parce qu'on a l'intégration de Firefly qui arrive avec tout ça en mode on veut révolutionner Canva. On a des annonces qui sont faites sur Illustrator, etc. Ce qu'il faut faire attention justement avec ce qu'on entend justement à Adobe, c'est que Adobe sont les professionnels pour dire regardez, il y a la rotoscopie qui arrive. Regardez, il y a l'outil de décomposition audio qui arrive. Je sais pas si tu as vu ça. Ça, j'ai vu. Et ben, typiquement, ces avancées-là sont des avancées qui vont arriver peut-être que dans 1 an ou 1 an et demi. En fait, Adobe, au moment où ils annoncent le truc, ils annoncent pas au moment où la technologie est finie. Oui, ils annoncent. Sur leur conférence, ils disent on travaille sur ces technologies. Regardez ce qu'on est en train de faire. Exactement, c'est en projet. Et du coup, nous d'ailleurs, consommateurs, pensons, à tort ou à travers, moi, je pars du principe que lorsqu'on annonce quelque chose sur la communication, c'est que c'est quasiment fini, ou c'est même fini et que c'est en bêta et qu'on peut tester. Pensons que c'est fait alors que pas du tout. Donc, il faut faire attention un petit peu avec ça. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, OK, bon,
lecture différente. Il y a toujours le petit moi qui est en mode putain, mais c'est vraiment des cons de dire ça maintenant alors que c'est pas fini et tout, tu vois. Donc, oui, un peu comme toi, tu vois, où ça te frustre. Mais là où, pour le coup, la conférence a été très intéressante, c'est que pour la première fois, Adobe a officiellement, devant tout le monde, dit qu'ils s'étaient plantés sur leur développement de l'IA générative. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends quand tu as une annonce qui est faite en disant on arrête de développer notre IA générative, on va utiliser celles qui sont déjà existantes avec Google, etc. Ouais. Par contre, on va continuer le développement de l'IA, mais sur un développement d'assistance. Ils ont pris l'exemple de Photoshop, je sais pas si tu as l'exemple en tête, où ils sont sur une colline, il y a un texte qui est derrière, etc. Et en gros, ils disent, ça on l'a fait sur Photoshop, et là maintenant on va vous montrer l'interface qu'il y a de Photoshop sur Firefly. Ouais. Donc la nana reprend le truc, etc. Et va écrire à un moment donné dans la colonne de droite, est-ce que mon visuel est bon? S'il n'est pas bon, fais-moi les recommandations nécessaires pour pouvoir modifier ça. Donc l'IA de Firefly analyse le contenu, et ensuite, tu te dis, ton texte, il est bien calé, ta colorimétrie, elle est pas bonne, le texte, par contre, il est un peu trop petit, grossis ça. Est-ce que tu veux que je te fasse les changements? Oui. Il lui fait tous les changements nickel, etc. Il lui demande une dernière confirmation. Si c'est bon, ensuite, elle l'exporte et elle l'envoie. Pourquoi? Pour moi, ça, c'est révolutionnaire parce que, dans ton cas, par exemple, de ton entreprise, toi, tu as des connaissances de ouf en motion design, tu sais exactement comment travailler rapidement sur ton fichier, ou inversement, une affiche, par exemple, avec le BLMA que tu expliquais, tu fais tout bien correctement, mais imagine ton responsable commercial marketing, qui n'a pas forcément le même temps que toi, qui n'a pas forcément envie d'ouvrir Adobe, etc. Si toi, tu as mis en amont toute ta charte graphique, tous les guidelines nécessaires pour pouvoir justement créer un contenu, ton responsable marketing ou ton collègue aura simplement besoin de dire est-ce que le contenu que j'ai fait est en accord avec ce que, par exemple, Julien m'a donné? Oui, non, je peux te faire les modifications générales. Et donc, là où nous, on galère en tant que communicant, en tant que graphiste, en tant que DA, en tant que ce que tu veux, à faire appliquer les consignes pour faire tel ou tel produit, et là, pour le coup, il y aura encore moins d'excuses. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, ouvrir une charte graphique, regarder un petit peu toutes les consignes et tout, c'était chiant. Même nous, par moment, on le faisait pas. On se disait, non, c'est bon, j'ai en tête. Puis en fait, quand tu ouvrais vraiment ta charte, tu te rendais compte que t'avais mal fait la chose. Là, avec cette IA d'assistance, pour le coup, sur les 2 dernières années, je trouve que la conférence côté Adobe a été réussie. Maintenant, après, c'est vrai que les exemples qui nous montrent, tout ça, etc., c'est un petit peu chiant et je suis d'accord avec toi. On attend, avant d'avoir des avancées majeures comme celle-ci. Pour moi, c'est une avancée majeure, vraiment, cette assistance de nos logiciels. Ce serait bien qu'en effet, on revienne à des trucs simples, une rotoscopie qui fonctionne, une stabilisation qui ne bug pas dans tous les sens avec du Google à droite à gauche. Voilà. En vrai, tu vois... C'était longue cette expertise. Non, je comprends ce que je veux dire. En fait, je rebondis aussi dessus parce que, en fait, ce que Adobe est en train de faire actuellement... vas-y. En fait, ce que Adobe est en train de faire actuellement, c'est ce qu'ils auraient dû faire il y a déjà... 5 ans. 4 ans. Bon, peut-être pas 5 ans, c'est déjà too much, mais allez, 3-4 ans, tu vois. Mais je m'explique parce qu'en fait, t'as Canva qui est arrivé. Et Canva, en fait, a simplifié le design, l'a rendu accessible. Et là, en fait, ce que veut faire Adobe, c'est justement, avec ce que tu m'expliques là, parce que je l'avais pas vu, tu vois. Mais là, ce que veut faire Adobe en faisant ça, c'est justement simplifier le design aussi, tu vois. Alors, c'est différent. Pour moi, Canva, en effet, je suis d'accord avec toi. Canva et Affinity veulent simplifier le design et l'accessibilité. En tout cas, la manière dans laquelle je l'ai pris, même si en effet, quand tu regardes l'interface de Firefly, tu as l'impression que c'est un Canva, j'ai plus l'impression que Adobe veut simplifier le partage d'informations et de retours entre les équipes. C'est plus comme ça que je le perçois. Tu vois ce que je veux dire ? Canva, tu vois, par exemple, ma chérie qui travaille dans la petite enfance, le premier réflexe, c'est Canva pour faire un visuel. C'est pas du tout Adobe. Par contre, demain, et je suis persuadé que c'était déjà arrivé de travailler avec des collègues qui n'ont pas eu la même formation que toi, qui n'ont peut-être pas eu la chance que leur école leur paye la suite Adobe et qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir des formateurs qui les forment dessus, typiquement, ces gens-là, quoi qu'il arrive, il va falloir que tu travailles avec eux, il va falloir qu'ils apportent des modifications. Si justement l'utilisation de Firefly vient simplifier ces relations entre nous, là, c'est une avancée majeure. Donc, à voir avec le temps, en effet, si Adobe a envie d'aller concurrencer Canva, c'est peut-être le cas. Je me trompe peut-être. Mais... le cas ou pas, je sais pas. Ils ont fait, je sais pas, t'as vu Adobe Express ou pas ? Oui. C'est un peu le truc, c'est un peu similaire à Canva, mais en fait, genre... Oui, c'est Express que je voulais dire, c'est pas Firefly. Firefly, ça n'a rien à voir. Firefly, c'est autre chose, c'est Adobe Express. Autant pour moi. En fait, justement, tu vois, pour moi, je trouve quand même qu'il y a une volonté de simplifier la chose, parce qu'en fait, tout devient plus simple dans le design, tu vois, avec toutes les IA génératives, Midjourney, trucs et tout comme ça, tu vois. Et en fait, Photoshop, pour moi, aujourd'hui, devrait être ce qu'est Midjourney aujourd'hui. Ou d'autres IA, en fait. Moi, j'ai utilisé un petit peu Midjourney avant, et genre sur Midjourney, en fait, tu peux
utiliser un brush, tu peux genre colorier la zone que tu veux supprimer, et ou si tu veux rajouter un truc et tout. Et ça, c'est ce qu'ils ont présenté par exemple à leur conférence, tu vois. Ouais. Je dis, mais les gars, vous avez 3 ans de retard. Ouais, Vous avez 3 ans de retard. Et en fait, l'IA d'assistance, comme tu me le dis, tu vois, genre, c'est intéressant, mais encore une fois, pour moi, ça fait un peu. C'est utile, hein. C'est utile, mais genre dans la grosse production, tu vois. Ouais. Genre, c'est dans la grosse production et tout. Mais ça peut faire gadget, tu vois. Il y a des moments, je trouve que ça peut un peu faire gadget. C'est utile, hein, encore une fois. Mais en tout cas, ce que je comprends, c'est que pour toi, c'est pas suffisamment gros. C'est pas, pour moi, genre, voilà. calmer la rage que tu as vis-à-vis de. Je comprends. Et il n'y a pas que ma rage, tu vois. Genre, il y a tout plein de créatifs. Pour moi, en fait, genre, ça ne sauvera pas les pots cassés. Parce qu'en fait, genre, et je vais pas dire que d'un point de vue technique, tu vois, non plus, c'est pas révolutionnaire. Parce qu'en soi, tu fournis du coup ton image, des trucs et tout, tu vois. L'IA, c'est un programme, hein. Si ça a bien été fait, tu vois, il ira chercher toutes les infos. Est-ce que c'est la bonne typo? Est-ce que c'est la bonne taille? Après, bon, pour tout ce qui est emplacement et tout, bon, ça quand même, ça demande une patte graphique, du coup, bon, là, il y a peut-être quand même un peu d'entraînement, tu vois, je dis pas. Mais à part l'entraînement, tu vois, sur la visualisation, pour voir si l'image n'est pas trop exposée par rapport au spectre et tout, c'est des choses, tu vois, qui ne sont pas révolutionnaires, à mon goût. Vrai. Et genre, présenter ça après 1 an de travail, et après tout ce qui fait derrière à côté. Et avec une augmentation de prix qui ne cesse de. Voilà, pour moi, ça ne. C'est du. Pour moi, encore, c'est pas que je dis que c'est du foutage de gueule, mais ça ne sert. Ça va pas calmer les gens, tu vois. Ouais, calmer les ardeurs. Et pour moi, ça calme pas les ardeurs. Ok. Et je trouve qu'ils peuvent faire mieux. En fait, j'attends juste encore. J'essaie de voir comment ils vont se relever, tu vois. J'essaie de voir comment ils vont se relever. Après, pour moi, tu vois. Le terme relevé, il est peut-être encore un peu fort. Ils sont pas au sol encore. Non, ils sont pas au sol. En tout cas, je suis d'accord avec toi de dire que là, c'est vrai que ça fait maintenant 3-4 ans, en fait, presque depuis l'intégration de Creative Cloud, que Adobe, petit à petit, est en train. Mais après, comme tu dis. J'ai regardé le marché en bourse, ils sont qu'en chute depuis leur création. Ouais, bien sûr. Ils sont à moins 50% depuis la création. Comme tu dis, ils ont déjà tellement verrouillé le marché que je pense qu'ils ont encore Je suis peut-être trop optimiste, mais je pense qu'il y a encore une bonne décennie de tranquillité de leur côté. Hein. Je pense que jusqu'à 2030-2035, ils sont encore tranquilles parce qu'il suffit de regarder nos pères. Ouais. Nos pères, tu vois, ils ont été formés sur toute la suite Adobe, sur les outils, etc. Et quand ils vont nous former, forcément, ils vont nous transmettre ce qu'eux ont appris et ce qu'eux maîtrisent, tu vois. Par contre, la génération qui est en train d'arriver, qui commence vraiment à se familiariser déjà avec l'IA, qui a l'habitude d'utiliser des outils comme Canva, avec maintenant Affinity, avec CapCut, etc. Peut-être qu'en effet, cette génération-là ne verra plus de la même manière que ça. Mais avant que cette génération prenne la place, tu vois, il y a au moins déjà une génération qui doit sortir. Et c'est pour ça qu'on a une décennie encore, en tout cas Adobe a encore une décennie tranquille devant eux. Mais à un moment donné, tu vois, j'avais fait le calcul rapide, tu vois, pour voir combien estimait une équipe, tu vois, de 10 personnes... de 10 personnes, tu vois, genre, bon, on va arrondir, tu payes 800 € la licence. Tu as une équipe de 10 personnes, tu payes 8 000 € par mois de licence. Non, pas par mois, excuse-moi, par an, excuse-moi quand même. Par an de licence en plus, tu vois. 1 000 €, c'est pas rien pour une boîte. Tu achètes du matos, tu achètes des trucs et tout à côté, tu vois. À côté, on va dire, tu prends la Sainte Trinité, comment je vais appeler ça, tu vois. Du coup, tu prends Affinity. Voilà, du coup, tu remplaces Photoshop, Illustrator et InDesign. Tu vois, InDesign en plus je crois que non, c'est quand même très utilisé, moi je dis juste pas. Ensuite tu as DaVinci Resolve, tu remplaces Premiere Pro, bon After Effects, bon c'est un peu chaud de le remplacer, mais tu peux si tu le veux, mais bon faut vraiment être un crack. Du coup bon je pense tu remplaces juste Premiere Pro. Et encore si tu veux t'as CapCut à la place, tu vois. Et dernier, bon là c'est plus technique. Je pense que si tu maîtrises celui-là, tu peux maîtriser Fusion pour remplacer After Effects, Blender. Tu vois. Oui. Là tu as la Sainte Trinité pour faire ce que tu veux en termes de visu. C'est vrai. Tu vois. Du coup, là, tu as tout gratuit, à vie. Tu vois. Limite, si tu veux faire des dons, je vous encourage à faire des dons à Blender parce que c'est incroyable ce qu'ils font. Moi, j'essaie de le faire régulièrement. Et à côté, tu payes 8 000 € l'année pour une équipe de 10 personnes. Tu vois. Ce qui fait beaucoup en termes de frais. C'est vrai. Ce qui fait vraiment beaucoup en termes de frais. Je dis pas qu'ils sont à la ramasse. Mais en fait, moi, je pense qu'au bout d'un moment, vu le contexte économique aussi surtout, que tu as beaucoup d'entreprises, voilà, que tu as quand même faire le choix de dire, en effet, 8 000 € versus gratuit avec tout ça. Voilà, et tu as beaucoup d'entreprises qui ont commencé à se dire, c'est chaud. Et ça leur coûtera peut-être moins cher de devoir payer des formations à leurs collaborateurs plutôt que de continuer chaque année à payer 8 000 €. Exactement. En plus, tu as des avantages à payer des formations en plus, tu vois, quand tu es une entreprise. Là, ce que tu vas faire, c'est tu es doublement gagnant. Tu payes des formations dans ces logiciels-là.
Du coup, tu as moins de. Je crois que c'est au niveau des taxes, tu vois, où t'es moins prélevé. Et tu formes du coup tes collaborateurs à ces logiciels qui sont gratuits. Mm. Voilà, le calcul est vite fait, tu vois. Il est bon, messieurs, dames. Il est bon. Ouais, il est bon, Il a les bons arguments. Ah, mon gars. Il a les bons arguments. Julien, ce que je te propose, c'est qu'on passe sur le dernier sujet du coup de cette partie-là, puis ensuite on va enchaîner sur la partie 4, parce que je crois que ça fait déjà une bonne heure qu'on est ensemble. Ah, mon gars. Bon, après, il y a des moments où ça a coupé un peu et on refera, mais Oui. en tout cas, je pense qu'on va facilement faire un épisode d'une heure et demie. Je suis très content. Il n'y a pas de souci Ah avec bah, ça. écoute, moi aussi. Hein. On va revenir sur le drama qu'il y a eu avec Fast Good Cuisine. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en gros, Fast Good Cuisine, du coup, est un influenceur restauration / nourriture, où du coup, ça fait bien 10 ans qu'il est sur Il fait YouTube. de la bonne bouffe, en vrai. Enfin, C'est ça, il donne plein de tutos sur des recettes, ce genre de choses, etc. Il a publié il n'y a pas longtemps une offre d'emploi pour un monteur, un chef monteur en vrai, soyons francs, chef monteur. qui avait déjà facilement 10 ans d'expérience, qui lui demandait une casquette de compétences assez importante sur du storytelling, sur de l'opérationnel pur, sur même de la production. Tout ça payé à une somme qui, ma foi, peut-être débattue, mais oui, a alerté et énervé beaucoup de gens. Hein. Je crois qu'on est aux alentours des 2000 € net par mois. Donc, comparé aux années d'expérience, et si on se réfère justement un petit peu, parce que c'est ce que Secret de Monteur a fait, il s'est amusé à aller voir un petit peu l'offre d'emploi de Fast Good Cuisine. Il a regardé ensuite la grille, justement, qui est offerte de la part de la convention collective justement du monde de la vidéo. Donc, c'est la convention collective production de visuel, je crois qu'elle s'appelle. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en effet, l'emploi et les compétences liées à l'emploi n'étaient pas du tout, mais alors pas du tout, le prix affiché de la part de Fast Good Cuisine. Ouais. Il faut faire attention avec ça parce que justement, les conventions collectives sont là pour protéger justement les freelanceurs, sont là pour protéger également et surtout et avant tout les personnes en emploi. Ces grilles-là doivent être respectées et si on nous paye en dessous de ces grilles-là, on peut être en mesure de se retourner et tout simplement demander à être payé ce dont on doit être payé. Après, si vous êtes payé plus, ça c'est que vous êtes très fort en négociation. Mais voilà. Parenthèse fermée. Fast Good Cuisine publie justement cette offre-là et tous les gens quasiment du milieu se sont révoltés. Ouais, c'est enflammé Twitter. Aimé, un drama fou sur Twitter. On a très bien parlé. Je vous invite aussi d'ailleurs à aller voir la vidéo de Jus sur ce sujet-là. Je vais pas te poser la question de qu'est-ce que tu en penses parce que tu l'as déjà donné dans ta vidéo. Ouais. Par contre, là, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que tu penses que justement l'offre de Fast Good Cuisine est en réalité une offre parmi tant d'autres qui lui ressemblent? Malheureusement. En fait, je suis tombé sur un influenceur, tu vois, sur TikTok qui en parlait aussi. Et moi, ce que je fais, je regarde les commentaires, tu vois. Je lis les commentaires et tout. Et je voyais, il y en avait qui étaient frustrés, qui disaient what the fuck cette offre, tu vois, pour 2000 € pour la casquette de compétences que ça demandait. Et tu avais d'autres gens, en fait, qui étaient déconnectés de la réalité, si je peux me permettre, ou peut-être, je sais pas la moyenne d'âge que c'est sur TikTok, peut-être c'était des jeunes et tout, tu vois, j'en sais rien, mais qui disaient, ouais, vous abusez, 2000 €, c'est grave bien et tout. Enfin, je pense que ce genre de personnes, soit ne sont pas du milieu, ou soit n'ont jamais travaillé, tu vois. Parce que pour dire que c'est grave bien pour ce qui est demandé, non, ça ne l'est pas. Tu vois, enfin... Putain, je me perds. Attends, c'est quoi la question? Savoir si justement l'offre de Fast Good Cuisine est en réalité parmi tant d'autres et que tout lui ressemble en fait. Oui, en fait, oui, voilà, ce que je disais en fait, malheureusement, c'est que je pense que il y a trop d'offres qui se ressemblent. Enfin, dans l'inconscient collectif, en fait, c'est normal, tu vois, peut-être. Ou si tu fais pas du milieu, ou si tu t'as pas travaillé avec ce genre de personnes, tu vois, tu peux te dire que c'est normal. Est-ce que tu penses aussi que Fast Good Cuisine a peut-être pas minimisé la charge de travail, puisque je pars du principe que quand tu connais plus ou moins le métier de la personne et que tu sais faire un peu de montage, tu vas peut-être tendance à dire je me rends compte de la charge de travail et c'est peut-être pas si compliqué que ça, donc c'est pour ça que je peux me permettre de le payer moins cher. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Étant donné que Fast Good Cuisine a été longtemps monteur de ses propres vidéos, il connaît la charge, il a ses process, il était très rapide, très efficace, et donc dans sa tête, il a un a priori entre guillemets sur le métier, sauf qu'aujourd'hui les codes ont évolué, sauf qu'aujourd'hui les vidéos qu'on fait maintenant versus il y a 10 ans sont plus les mêmes, et lui tu vois pas vraiment... j'imagine, tu vois, que c'est peut-être pas lui qui a validé le truc, je sais pas en fait, enfin on veut pas l'incriminer quoi que ce soit, mais peut-être qu'à tout moment c'était son équipe qui avait décidé de ça et que lui il a juste validé, du coup ok, go, let's go, tu vois, il a peut-être à peine regardé le truc, il a à peine signé, mais dans le sens où lui à l'époque, tu vois, quand il faisait des vidéos, je m'en souviens, je regardais quand même un petit peu à l'époque et tout, tu vois, genre il faisait des vidéos peut-être max 20 minutes, max, tu vois, il n'y avait pas forcément genre beaucoup d'effets ou d'énormes incrustations, qu'aujourd'hui, tu vois, je regarde plus ces vidéos, mais aujourd'hui je vois c'est des vidéos format
peut-être 1 heure, Ouais. des trucs comme ça. Et que forcément, si du format 1 heure, j'imagine que ça doit être un peu de la grosse production. Ouais, puis t'es sur quand même la gestion multicam. Voilà, t'es, je pense que ça doit être quand même de la grosse production et tout. Et non, en fait, on peut pas, je peux pas le défendre sur ce que tu dis là, tu vois. On peut pas comparer. Enfin. Je fais exprès de faire l'avocat du diable. Alors, pour relancer vas-y. la chose. Non, mais c'est Ah, ok, ça. d'accord. L'argument, Je crois que c'était t'allais juste dire pour un faire truc. l'argument du diable pour Ok. pouvoir relancer. Oui, le non, truc. bien sûr. En fait, genre, on peut pas du coup comparer, tu vois, ce qui a été fait il y a 10 ans, en fait, comme tu le dis aussi, tu vois, à ce qu'il veut aujourd'hui. Genre, tu peux pas dire c'est simple de produire une vidéo comme un format Squeezie ou un format comme lui, ce qu'il voudrait faire aujourd'hui sur 1 heure, tu vois, à une vidéo de 20 minutes. Tu vois. Encore, si c'était pour un post. Enfin. S'il avait une chaîne comme ce qui était il y a genre 10 ans, ok, tu vois, pourquoi pas, tu vois, c'est faisable. Mais aujourd'hui, sur une vidéo d'1 heure, format, en long format, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Alors, là, je continue de faire un peu l'avocat du diable. Je fais exprès. Non, il n'y a pas de souci, D'avoir une voix dissonante pour Je vais continuer te le défoncer débat. à la fin du tournage, mais il n'y a pas de souci. C'est du second degré, d'accord. Non, ouais. On est dans la même type jus. Qui, du coup, a raison et qui a tort entre les gens du milieu qui sont là depuis déjà un petit moment et savent un petit peu les ficelles du métier, savent budgétiser correctement par rapport à l'investissement et aux compétences, versus la nouvelle génération qui arrive et qui considère ça comme acquis. Qui a raison entre les deux? Est-ce que les deux ont tort? Est-ce qu'une partie a plus raison ou pas? Sachant qu'aujourd'hui, il ne faut pas aussi oublier, et on en a beaucoup parlé au début, il y a beaucoup de demandes comparées aux offres. Et donc forcément, plus il y a de demandes, plus l'offre va baisser. Ouais. Donc est-ce qu'on n'a pas aussi une part de responsabilité, tous, dans cette direction-là? Je pense. Ouais, enfin. Ok, tu vois, au niveau de la demande, mais il y a aussi à voir la qualité de ce que tu veux produire, tu vois. Il peut y avoir beaucoup de monde, tu vois, derrière. Mais si le monde qu'il y a derrière, tu vois, veut faire monteur et qu'ils utilisent CapCut pour monter, tu vas pas demander à un chef monteur qui utilise Premiere, After Effects et Audition de faire la même chose, tu vois. Ah, ils montent pas sur CapCut. Ah non. Tu vois que je te débat. Le mec qui en fait vraiment trop. Non, en soi, tu vois, genre, tu peux pas genre, demander. Attends, je me perds en plus dans la question là. Ouais, Genre, tu demandais, enfin, ouais, si on n'est pas responsable du fait qu'il y ait trop de demandes par rapport à l'offre. Je pense, tu vois, allez, 50% de la demande, tu vois, tu peux la supprimer. Enfin, bon, je dis pas que 50% des monteurs puent la merde, tu vois. Quand même, ce serait un petit peu une grosse insulte. Mais je pense, tu vois, que dans les gens qui font ce genre de demande, tu vois, vu qu'ils ont un peu touché à CapCut ou d'autres logiciels, tu vois, ils vont faire la demande. Ou des gens qui sont et naturellement vont être mis de côté parce qu'en effet... Et en fait, du coup, en fait, ça gonfle les chiffres, tu vois. Et les gens, du coup, qui ont vraiment une expertise dedans, en fait, ils se noient dans la masse, malheureusement. Et du coup, ils voient leur salaire baisser du fait qu'il y a trop de gens qui n'ont pas forcément les compétences pour et qui veulent quand même tester parce qu'ils veulent, je sais pas, changer de métier ou qui veulent tester parce que ça leur fait plaisir, tu vois, qui disent j'ai les compétences pour. Et du coup, en fait, ça va gonfler les chiffres et ça va réduire les salaires des monteurs, tu vois. Moi, je le vois comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, ok, tu vois, tu peux te dire, ouais, je réduis le salaire parce qu'il y a trop de monde, mais non, on réduit pas le salaire. Enfin, à juste le salaire par rapport à la masse de personnes qui est réellement capable de monter ce genre de vidéo. Parce que monter une vidéo d'1 heure dans ce genre de format, ça court pas les rues. C'est clair. Ça court pas les rues. Moi, tu vois, seul, chef monteur non, je le ferai pas. Oui, vraiment. Après, tu vois, que dans 10 ans, quand tu auras enchaîné des projets, voilà, etc., tu vois, je voudrais bien le faire, tu vois, mais je veux qu'il y ait une équipe derrière et tout, tu vois, mais là, tu vois, pour 2000 €, je tiens ma santé mentale, tu vois. Je tiens un peu trop ma santé mentale pour ça, tu vois. Parce qu'il y a, comme Secret de Monteur Pro a dit, tu vois, Cyril, je crois que c'est pas son nom. Je sais plus, c'est quoi. C'est Cyril, ouais, tout à fait, ouais. Voilà, comme Cyril l'a dit, tu vois, c'est pas assez cher payé. Et même, en fait, il y a des deadlines, tu vois, dans le monde de la prod, et tu restes, comme lui l'a dit, tu restes jusqu'à je ne sais pas quelle heure pour terminer, parce qu'il faut terminer. Exactement. Voilà. Donc ça, justement... et pour moi, 2000 € net, ça ne vaut pas de nuit blanche. Tout à fait. Et puis, comme il a très bien dit aussi, il y a des métiers, en effet, quand tu fais des heures supplémentaires qui vont être payées. Par exemple, en restauration, c'est souvent le cas. Ouais. Dans nos métiers de la communication et surtout en tant que monteur, non, ça l'est moins. Donc, justement, c'est ce que Cyril expliquait et je suis content que tu mettes cet argument en avant. En effet, justement, la manip un petit peu de la part des employeurs, c'est de gonfler un peu plus ton chiffre d'affaires pour ton corrigeur rester un peu plus derrière. Et en effet,
donner le travail et la résilience nécessaires pour sortir le contenu au bon moment. Ok, je vois bien ton point de vue. Écoute, je pense qu'on va pouvoir passer sur la dernière partie et finir doucement mais sûrement ce podcast. On pourrait continuer en vrai la conversation des heures et des heures, mais c'est vrai que je pense que ça fait déjà bien facile plus d'une heure. Ça va faire des rushs à déroger là. Non, ça c'est pas grave, parce qu'en vrai, l'exercice du podcast n'est pas forcément le plus dur. Il y a des moments où on va avoir cuté parce que il y a certaines caméras qu'on coupait, mais globalement, ça reste une conversation. Donc après, il faut que je la regarde, et c'est du multicam, donc tu changes, etc. Et c'est rare que je fasse Par définition, le podcast ne te demande pas justement de faire un travail de tri énorme comme tu pourrais le faire sur une vidéo d'1 heure. Ouais. Tu vois, si on a fait 1h30, c'est quasiment 1h30 de parole, parce que justement, tout ce qu'on dit en fait peut être intéressant, peut permettre justement aux personnes qui écoutent de nourrir aussi leur réflexion, donc c'est pas le plus complexe. Par contre, oui, sur une vidéo de fast-food cuisine. Et puis après, je suis désolé aussi, mais sa timeline, elle est dégueulasse. Hein. C'est quoi ? Sa timeline qui nous a sorti là en screen. Je sais pas comment vous travaillez, mais putain, qu'est-ce que ça coûte d'aérer un petit peu justement tout ça. Bon bref, la après timeline est terrifiante. Ouais, je sais pas comment. En tout cas, c'est pas la rigueur que je mets dans mon travail, ça c'est sûr. Je pense que beaucoup aussi ne font pas ça. Est-ce que tu as des projets en ce moment sur lesquels tu bosses et que tu aimerais justement mettre un petit peu en avant, puisque c'est ton moment, c'est le moment. Ouais, écoutez, j'ai un OnlyFans. Très bien. Voilà. Tu travailles avec Astarion, c'est ça ? Je suis pas sûr de la vanne. Oh, je suis pas sûr du tout. Désolé. Ouais, non, c'est moi la meuf en fait. Non, voilà, écoute, viens, on arrête. Est-ce que tu as des projets en ce moment ? Non, en vrai, en termes de projet, là du coup, j'ai ma chaîne Insta. Page Insta, ouais, voilà, excusez-moi d'abus de langage. J'ai ma page Insta que j'essaie de développer et tout, tu vois. Et en fait, je poste du contenu sur de l'actualité ou des petits tutos au niveau du montage, dans le monde de la création en général. Et en fait, je poste régulièrement dessus, que je monte aussi à côté. En fait, en plus du CDI, je fais aussi du free. Ouais. Et en fait, je monte à côté. Et en fait, ça me sert aussi de page en fait pour montrer ce que je fais. Pour montrer des petits tutos pour aider les gens et tout, tu vois. Et voilà quoi. Ok. C'est quoi du coup le nom de ton compte Insta ? Juvuat. Voilà, je crois que c'est ça. Je sais même plus comment. Juvuat. J'hésite en fait à changer en juju.mp4 à voir, je sais pas. Ok. Ouais, c'est juxtark, je sais pas quoi. non, en vrai, je sais pas. Pour le moment, c'est juvuat. Peut-être souvent je change en ju.mp4. Ça suffira peut-être à l'écran. Tu verras. Voilà. Bon, en tout cas, je mettrai le lien de ton compte Insta dessus. Et du coup, voilà, par rapport à ça. Et en gros, j'essaie de. Enfin, là, en fait, je me développe surtout principalement en montage, mais format vertical, pas du contenu court, parce que pour moi, c'est un peu l'avenir de la com, tu vois. Ouais. Ça va être le futur de la guerre. Vu que pour moi, YouTube, j'adore YouTube, mais pour moi, ça va commencer à devenir surtout un format. C'est une télé maintenant, c'est remplaçant la télé. En fait, pour moi, YouTube, tu apprends maintenant des choses. Pour moi, c'est soit du coup du long divertissement quand tu manges ton repas en famille et tout, que voilà, tu regardes la télé, ou soit c'est pour l'éducation. Oui, parce que voilà, c'est un peu plus compliqué, tu vas enseigner directement sur du format court, mais YouTube, c'est plus de l'éducation. Et pour moi, maintenant, vraiment, le vrai divertissement rapide comme le YouTube d'à l'époque, en fait, c'est les formats short, Reels, short et tout ça, quoi. Et du coup, ouais, voilà. Voilà. Et donc, l'objectif, un petit peu avec la page Insta, ça va être quoi ? Ça va donc. Tu l'as déjà bien expliqué, de montrer un petit peu ça en avant, mais il y a... en fait, il y a un objectif de créer une agence directement en format court, précisément. En fait, je vise les marques, je vise les marques et les influenceurs qui aimeraient du coup se lancer du coup sur les réseaux. En format court, toujours. Ok, d'accord. Donc c'est un peu un incubateur aussi de ton côté, quoi. C'est ça, tu testes, et puis... C'est ça. En fait, le truc, c'est que la majorité du temps, les vidéos en format court, c'est quand même des vidéos tournées sur le pouce, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui marche généralement le mieux en termes de production, tu vois. Parce que plus tu produis, forcément plus ça marche. Mais moi, là où je vais me positionner, c'est plus en mode du format court, mais plus qualitatif, un peu comme YouTube, tu vois, mais tourné sur du court. C'est là où je veux me positionner, moi, en fait. Ce qui a un peu moins. Et du coup, c'est là où je peux me permettre de faire mes prix, quoi. Ouais, carrément, je vois. Ok, top. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, mon jeu ? Beaucoup d'argent, non, pas des... Ouais. On peut tester la modération, mais tranquille, j'ai pas envie d'être de Spotify et Apple Podcast non plus. Excuse-moi, je suis sorti tout seul. Écoutez,
venez me suivre sur Insta, quoi. Et après, je pense aussi peut-être tester YouTube, tu vois, petit à petit. Je pense tester YouTube, peut-être faire du contenu format long. Et à voir. Et kiffer ce que tu fais toujours. Comment ? Et continue d'aimer ce que tu fais. Ah oui, enfin... Toujours dans le kiff. Hein. Et bah parfait. Kiff. Et bah c'est tout le mal qu'on te souhaite. Qu'on te souhaite. Je te souhaite qu'on te souhaite. Merci beaucoup Julien d'avoir été présent sur ce 3e épisode. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça a été plaisir partagé. Bien enrichissant. J'espère que ça aura été facilement audible, on va dire, pour tout le monde. Parce que c'est vrai que là on était dans un nouveau format un peu débat, mais je pense qu'il y a aucun souci de ce côté. Si vous voulez continuer justement de suivre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner, hein, bien sûr. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Vous pouvez aussi suivre mon compte Instagram avec YohanBRD. Je vous invite bien sûr à suivre le compte Instagram de Monsieur Julien. Sur Juvuat ou juju.mp4, on verra, on sait pas encore le nom. Je mettrai le lien directement dans la description, comme ça si jamais tu changes le nom, au moins ils pourront retrouver du coup, ton compte Instagram. Merci de nous avoir écoutés. On se dit au mois prochain pour l'épisode 4. Passez un très bon mois de novembre et un très bon mois de décembre. Et à dans un mois du coup. Et des bisous. Parfait, le mot de la fin. Des bisous, ciao. Ciao tout le monde. Merci.